Vous êtes sur Sud Radio à quelques instants du coup d'envoi de cet ultime match de phase de poule pour l'équipe de France. C'est face à l'Italie, c'est sur Sud Radio, l'ambiance qui monte, les joueurs vont bientôt entrer sur le terrain de ce splendide stade de Lyon. Nicolas Delage, Daniel Herrero. Avec les compositions d'équipe, si tu le veux bien Alex, à commencer par l'équipe d'Italie avec une première ligne toute neuve par rapport à celle qui a été roustée contre les All Blacks. À gauche, Simone Ferrari, à droite, Pietro Ceccarelli et au talon, Amé Feiva. La deuxième ligne, Nicolo Canone, Federico Ruzza. Les flanqueurs, Sébastien Negri et le capitaine Michele Lamaro, numéro 8, Lorenzo Canone. La charnière, Stéphane Barnet, Tommaso Allan, qui était à l'arrière contre les Blacks. Au centre, Paolo Garbisi, associé à Juan Ignacio Brex, et sur les ailes, Montiglione et Pierre Bruno à l'arrière. Ange Capozzo, le Toulousain, sur le banc. Manfredi, Zani, Riccioni, Sissi, Zuliani, Fusco Morisi et enfin Pani du côté de l'équipe de France. À gauche, Cyril Bay, à droite, Winnie Antonio, dans l'axe de la première ligne, Peato Movaca, le talonneur. Deuxième ligne, Cameron Woki, titulaire pour la 5e fois d'affilée, c'est le seul. Thibaut Flaband portera le numéro 5. Numéro 6, Anthony Gelonche. Numéro 7 et capitaine, Charles Olivon. Troisième ligne centre, Greg Aldrit. La charnière, UBB, Maxime Lucu, Mathieu Jalibert. Au centre, Jonathan Danty, Gaël Ficou. Sur les ailes, Louis Bielbiaré et Damien Penaud. À l'arrière, Thomas Ramos. Sur le banc ce soir, Bourgarit Wardy, Aldeguerri Taoufi Fenoua, Cross Couillou, Moefana Jaminé. L'arbitre, c'est en anglais. C'est Carl Dixon qui était à la touche sur le match d'ouverture. France-Nouvelle-Zélande. Ils sont plus de 50 000. Le stade est plein, il est magnifique, il est vertical. Et tout le monde quasiment a sorti les lumières des téléphones portables. C'est somptueux, Daniel. Somptueux. Qualifie juste. C'est joli, c'est sonore évidemment. C'est sonore mais de qualité. Bon, c'est un peu autour de Allez les Bleus. C'est donc passionné, passionnant, passionnel. Tu vois, d'atmosphère. Et en même temps, cette touche lumineuse, on a la sensation que tous les spectateurs de ce stade ont sorti évidemment quelque chose de lumineux, probablement leur smartphone avec l'éclairage. Et c'est superbe. Le stade, pour l'instant, il est vide, mais il est quand même franchement très beau. Et on voit les Italiens qui laissent rentrer leur pilier, leur numéro 1, en l'occurrence Ferrari. Ils rentrent tout seuls. 50e sélection, voilà, Daniel. 50e sélection. Donc c'est une récompense. On le laisse seul au milieu d'une foule qui l'acclame pas, mais il est seigneur des lieux au moment où les deux équipes rentrent. Charles Olivon à la tête des Bleus de France et donc le capitaine Lamaro, lui très très beau joueur aussi, capitaine de cette équipe d'Italie. Les deux capitaines sont face à face. Charles Olivon, troisième lignel, Lamaro, troisième lignel aussi. Les deux équipes rentrent sur le terrain et là on entend une déflagration joyeuse et palpitante, une clameur considérable de allez les Bleus de France, on est derrière vous. C'est magnifique, un mot sur les couleurs. Le 15 de France, maillot bleu, short blanc, chaussettes rouges. L'équipe d'Italie, maillot blanc, short bleu, chaussettes blanches. On va avoir droit aux hymnes dans quelques secondes. Oui, dans la seconde. Mais juste, je voulais dire, il y a, dans ces deux équipes, il y a un duel dans les deux troisièmes lignes qui, lui, pourrait être de bon ou de haut niveau mondial. Ah oui. Les deux troisièmes là, lignes. Là, pour le coup, on a deux très grandes troisième lignes face à face. Voilà, je te rejoins totalement, Daniel. Capables de tout faire. Voilà, elles ont les grandes inventaires. Elles ont la touche, elles ont le saut, elles ont le rude, elles ont même un peu le méchant, elles ont le volume de course et elles ont une grande qualité rugbyistique. Les trois sont de très très beaux joueurs de rugby de part et d'autre. En l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise tout d'abord. Elle est compacte, elle est unie cette Marseillaise, Daniel. Ah oui, elle est... comment peut-on dire, cette sensation d'union, de synchrone, il y a de la puissance, elle est en même temps, elle est purement belle, elle est chantée avec une belle liberté de cœur.
Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, c'est un peu plus long. Très joli aussi. Et tous les Italiens main sur le cœur. Donc très habités par l'hymne national des Italiens, toujours. Les Français l'étaient aussi beaucoup. Très belle aussi. Hein. Respect du public qui applaudit. Ah oui, là, bon, il est difficile d'évaluer la présence, le nombre d'Italiens dans la tribune, mais on dira, supposons 3 ou 4 000. Eh bien, les 3 ou 4 000, ils l'ont chanté à l'évidence. Et même j'ai eu la sensation, tenez-vous bien, qu'il y avait beaucoup de Français qui l'accompagnaient par les claquettes de main, par les applaudissements, par un rythme autour de l'hymne italien. Et je trouvais ça quand même à la fois splendide. Franchement, même très très haut. Et c'est rare. Alors, quasiment jamais. On a quand même. Mais jamais ressenti. Là, il y avait 4, 5, 6 000 peut-être Italiens qui chantaient de façon puissante l'hymne Fratelli d'Italia et peut-être quelques milliers de Français qui accompagnaient le chant par des battements de main. Et Daniel, on a vu Michele Lamaro s'égosiller sur les derniers mots de Fratelli d'Italia, vraiment. Ouais, totalement transporté, le capitaine. Il est chaud de cœur et de sang, Lamaro. Hein. C'est un très très brillant joueur, jeune, il avait 4 ans et demi, 25 ans. C'est un très très beau capitaine. Hein. Et alors, habité jusqu'au fin fond de son âme, de cette force italienne qui est signe de sa culture. C'est chaud les collègues, c'est chaud. C'est chaud dans le stade, c'est chaud dans le stade, c'est chaud dans nos cœurs, c'est chaud pour tout le monde. À la fois les coqs qui savent qu'ils ne peuvent pas passer à travers et les Italiens qui ne peuvent pas finir la Coupe du Monde piteusement comme ils l'ont fait la semaine dernière. Au coup d'envoi dans quelques secondes, on rappelle le contexte. Aujourd'hui c'est un match décisif, le vainqueur sera en quart de finale, le perdant sera éliminé sans rentrer dans les détails des bonus, des complexités du classement. Il y a quelques petites hypothèses, mais partons du principe que le vainqueur est qualifié pour les quarts de finale. Et cette charnière aujourd'hui, Lucu Jalibert qui fait donc sa 3e avec le maillot bleu, 2 victoires sur les 2 premières qu'il y avait eu. Maintenant la 3e est beaucoup plus importante, c'était au Japon pour les 2 premières, c'est désormais à Lyon, Nicolas Delage. Juste un petit mot encore pour dire avant le coup d'envoi quand même que nous avons les 3 meilleurs arrières européens. Ils sont tous les 3 toulousains. En l'occurrence Ange qui est à Plouzo, qui joue à Toulouse. En l'occurrence Thomas Ramos qui joue en face, qui est un de ses amis les plus fidèles, qui joue pour le 15 de France. Et en l'occurrence aussi Melvin Jaminet qui est sur le banc de touche et qui rentrera. Ces 3 joueurs fantastiques, remarquables, exceptionnels même. Ils sont sur le terrain, ils sont face à face et ils sont ici le Toulouse. C'est parti, premier coup de pied du match avec Mathieu Jalibert, coup de sifflet de Carl Dixon et un coup d'envoi qui a été tapé dans les 22 mètres italiens. Dans les 22, les Italiens, ballon. Ils veulent pas rendre le ballon, ils vont faire un peu de fixation sur les poteaux. Avec les Italiens qui sortent la balle, Varney sur sa ligne, quasiment la ligne en but, le tout petit dégagement. C'est récupéré par Thomas Ramos. Il est dans le camp italien, Thomas Ramos. Il passe à la ligne à pointille des 40 mètres avec Lucu. Renversement, on va rester côté fermé ici avec Greg Aldrit. Maxime Lucu avec Ramos encore, avec Winnie Antonio, la première charge d'Antonio. La défense est en place, Antonio rebondit, le ballon est pour les Français, le ballon vers les extrémités avec Bielbiarré, cadrage des bords de Bielbiarré et point de fixation aux 40 mètres italien. Donc il a été dur à plaquer. On revient de l'autre côté avec le pilier gauche Cyril Bay. Ils sont toujours dans le camp italien à 40 mètres de l'embut adverse avec Mathieu Jalibert. La sautée pour Greg Aldrit qui a hésité, la feinte, il a pu gagner quelques mètres. Ils sont dans l'avancée maintenant. Les joueurs français, ça va jusqu'à droite avec Mathieu Jalibert, crochet intérieur. Il est pris, il n'y a pas une grosse pression de la défense italienne, elle est plutôt attentive. Elle n'est pas rush, il monte pas dans le homme à homme et il chasse, il circule
Attention, les Français sont dans l'axe et ils sont maintenant 30 mètres face au poteau. Toujours le ballon pour le grand Fabien Thibaut Flamand. Thibaut Flamand avec Maxime Lucu cherche une solution. Il est parcelé. Maxime Lucu, ils sont dans l'axe. Ils sont à 35 mètres. Le joueur français, ils insistent auprès avec Greg Aldrit. Greg Aldrit qui va mettre encore une petite couche côté gauche. Nous sommes toujours les mains sur la balle. Le ballon n'est pas sorti très rapidement, mais les Français sont dans la zone des 22 mètres italiens. Olivon collé à Anthony Gelonche. Ils ont gagné 5 mètres. Ils sont à la limite des 22 mètres. Maintenant, ils insistent avec Mathieu Jalibert. La passe à l'extérieur avec Ramos. C'est Damien Penaud. Laissez le premier du match après 1 minute et 41 secondes. C'est le 34e de la carrière de Damien. 34e essai, on s'enflammera évidemment plusieurs fois dans le match, nous le supposons, autour de Damien Penaud qui va lui en position d'ailier gauche conclure ce joli mouvement. Les Français avaient récupéré le ballon, un mauvais jeu au pied défensif des Italiens, ballon récupéré par Thomas Ramos à 40 mètres de sa ligne, la zone où les Français construisent quand même. S'ils ne construisent pas de tradition dans leur camp, à partir des 40 mètres quand même ils construisent, et là ils vont entamer un bon mouvement, qui va alterner une passe ou deux autour d'Antonio, de la percussion, et ensuite du jeu dans l'axe, on ramasse le ballon plein cœur, on avance de quelques mètres, et puis Maxime Lucu, à partir du 4e ou 5e point de fixation, il va démarrer dans le côté fermé avec une circulation, un 4 contre 3, un 4 contre 2 même, on rentre on donne, et Damien Penaud en position, il était ailier droit, mais là en position d'ailier gauche, et il va marquer quasiment sans opposition 1 minute 30. Ça va faire mal peut-être pour ce soir, ça pour les Italiens. Très très mal sur la courbe des Italiens à l'entame du match. Au moment où sans doute voulait-il montrer qu'ils étaient déjà bien en place en ce début de match. Enfin bon, l'essai il est joli, il est construit, il n'y a rien à dire. Il est dans le schéma classique des Français qui dans l'entre-deux-jeux cherchent à construire. Et là avec une belle finition, une belle initiative quand même de Maxime Lucu dans le côté fermé, un surnombre dans le fermé, et bien sûr du bord de touche. Thomas Ramos transforme 7-0. Et Damien Penaud qui est co-marqueur de la Coupe du Monde, co-meilleur marqueur avec Harry Rundel, l'anglais Damien McKenzie, le néo-zélandais et Darcy Graham. 5e essai donc dans cette Coupe du Monde pour Damien Penaud. On sera amené à revenir sans aucun doute sur ces Damiens qui sont aussi des diamants, que sont à la fois Penaud, Mackenzie et peut-être même des Allende. On verra ça plus tard. Attention pour l'instant, ballon récupéré par Mathieu Jalibert dans ses 22 mètres. Il tape en touche au-delà de la ligne 50. C'est un cauchemar ce début de match pour les Italiens qui ont subi, qui n'ont pas eu de ballon à jouer. Alors, on a pu remarquer l'attitude plutôt attentiste de la défense. Ils sont plus habitués à ça les Français, plutôt d'attendre une défense qui n'est pas assez agressive pour l'instant. Les Italiens favorisent, me semble-t-il, plutôt la démarche collective que la démarche individuelle. Ils ne sont pas montés très vite. Mathieu Jalibert a récupéré le ballon dans ses 22. De tradition, on fait un point de fixation pour avoir une sortie de balle. Enfin, vous connaissez le schéma. Une sortie de balle avec un petit train, on y met un quart d'heure. Là, non, Mathieu, il est tout seul, il n'est pas gêné, et à partir de là, il tape directement. C'est parti pour les Français. Oui, avec Charles Olivon qui vient prendre le ballon sur le lancer italien. Touche prise par les Français sur un lancer italien. Voilà. Oui, Charles Olivon qui a magnifiquement contré. Encore une position pour l'équipe de France avec Jonathan Danty qui se fait retourner. Plaquage de Ferrari. Oui, répulsif. Danty a un petit peu reculé. Attention, avec le coup de pied de Thomas Ramos, un peu n'importe où. Il est dans les 22 mètres. Un ballon qui file et qui tout de même qui fait reculer Ange Capozzo. Il est dans ses 22. Il va taper ce ballon. Il reste dans l'air de jeu. Il va taper loin devant, dans les bras de Mathieu Jalibert à 40 mètres de sa ligne. Mathieu il tape aussi. Ouais, c'est dosé, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça s'appelle de la dépossession. Enfin, un coup de pied loin devant. On reprend une petite séquence de jeu au pied. Et là, c'est toujours Mathieu Jalibert et il va taper toujours loin devant. C'est le 4e. Récupération par Capozzo. Il va sans doute taper lui aussi loin devant. Et ça fera le 5e. Il tape n'importe où. Lui, il va prendre une contre-attaque de Thomas Ramos. Avec Thomas Ramos qui a vu de l'espace peut-être pour aller taper, chercher la 50-22 là-bas. Il est long ce pied, mais il n'a pas le rebond favorable. Bien au contraire, ce ballon va sortir en ballon mort. On va revenir à l'endroit de là où il avait tapé pour une mêlée italienne. Voilà, on évitera d'être crispé ou d'être irrité par ce type de jeu. On comprend que c'est une stratégie pour les deux équipes. On ne joue pas dans notre camp, dans nos 22. Donc ça tape, ça essaye de trouver un peu des angles. Ça n'a pas été très bien fait, ni par Capozzo, ni par Mathieu Jalibert, ni même par Thomas Ramos qui lui a tapé au fin fond de l'embut, mais l'arbitre avait estimé que la défense italienne avait 2 ou 3 joueurs en position hors jeu. C'est 50 mètres exactement face au poteau dans le rond central, et Thomas Ramos, je pense qu'il va la tenter. On mène 7-0, enfin les Français mènent 7-0 et nous jouons la 7e minute, 6e. Ça va vite effectivement.
avec Thomas Ramos qui va donc tenter de taper. Ouais, il a 50 mètres dans l'axe. Alors pour l'instant, Daniel, on se demandait où en étaient les Italiens après la raclée contre le All Black. A priori, ils ont encore la gueule de bois sur ce début de match. C'est pas la Furia. Non, c'est pas la Furia. Voilà. Mais il faut lire pourquoi ils rentrent pas comme des avions. C'est sans doute parce qu'ils se disent il faut pas qu'on se précipite, il faut que notre organisation défensive face à des Français qui s'ils jouent la dépossession face aux Bleus, ils sont pas rendus. Je pense que là, ils en ont pour un petit moment. Ouais. Ben voilà, ça va se jouer dans cet esprit-là. Il faudra que les Italiens dominent un peu pour construire du jeu. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Elle est dans l'axe, cette pénalité. Thomas Ramos, il va ajouter 3 points. Oui, ça fait 10-0. Thomas Ramos qui a transformé. Et maintenant, il est à la 7e minute. 10-0 pour le 15 de France. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu un bel essai, une belle construction dans l'entre-deux-jeux. Une série de percussions près des avants. Un enchaînement côté fermé avec un petit surnombre 4 contre 3, parfaitement réussi. Et l'ailier droit, en l'occurrence Damien Penaud, en position d'ailier gauche qui marque. Allez, renvoi italien. La remise en jeu directement sur Greg Aldrit. Il n'a pas à sauter parce que le pressing italien, les joueurs italiens sont loin à 3-4 mètres. Max Lucu sur sa ligne des 22 mètres. Peut-être pour le jeu au pied seul, comme il en a l'habitude également. Excellent botteur Max Lucu. Il y a la longueur en tout cas. Un ballon qui va rester dans l'air de jeu. Sûrement de la hauteur quand même. Avec Guilgare et peut-être, non, le ballon manqué. Et c'est récupéré dans un deuxième temps dans mêlée pour les Bleus, en tout cas en ce qui concerne l'introduction. Oui, voilà. Là, nous étions sur un renvoi assez long, point de fixation pour Grégory Aldrit. À la sortie, une sortie de balle, sortie de camp à peu près correcte. Maxime Lucu tape une chandelle. C'est ni très loin, mais c'est surtout très haut. À la sortie, il y a les deux anges, en l'occurrence Bielbiare et Capuzzo, qui vont lutter très haut. Ni l'un ni l'autre n'arrive à contrôler la balle. Un Italien fait un en avant. Je pense que c'est Capuzzo. Et la mêlée sera pour Maxime de chez Lucu. Et nous sommes à 50 mètres dans une situation où les Français construisent. La première mêlée de ce match, Sud Radio, match en intégralité comme d'habitude, 8e minute. Très intéressant la première parce que s'ils mangent en mêlée les Italiens, alors il n'y aura plus beaucoup d'hypothèses. On va suivre cette mêlée avec le poids des packs qui s'affiche, 938 kg pour la France, 887 pour l'Italie. Avantage France en ce qui concerne le mêlée en place, les Italiens sont propres, la mêlée et ça démarre avec Aldrit. Avec Maxime Lucu, ils ont échangé tous les deux. Mathieu Jalibert avec le petit coup de pied pour aller mettre la pression sur l'arrière-garde italienne en repli. C'est Ange Capuzzo avec ses appuis qui échappent à Bielbiare et il va essayer de prendre Damien Penaud. Il est accroché, mais on revient à une position de hors-jeu française. Ouais, c'était pas très propre. Bizarre, nous avions une mêlée très propre avec un démarrage très propre de Grégory Aldrit. Il démarre côté opposé introduction, c'est-à-dire côté droit. Il n'a pas d'adversaire direct, c'est-à-dire le troisième lien, le gauche italien ne se met pas devant. Et Grégory Aldrit, il arrive à 10 mètres d'élan sur la défense en ligne, ce qui est quand même une anomalie défensive considérable. On ne peut pas laisser un mec comme Aldrit faire 15 mètres se lancer pour arriver sur un enfant malade qui joue ouvreur dans l'équipe d'Italie. À la sortie, c'était incompréhensible. Enfin bon, le ballon sort donc très proprement. Une combinaison assez propre, mais la défense italienne maîtrise. Elle n'est pas dominante, mais elle maîtrise. Mathieu Jalibert tape, c'est pas très bon. Une pénalité pour les Français, contre les Français, parce que je pense qu'il y avait une position de hors-jeu de Ficou devant le botteur. De Gaël Ficou. La prise en touche, elle est encore contestée par les Français. 2 lancers italiens en touche et bien 2 prises de balles françaises après Olivon. Cette fois c'est Aldrit, il me semble, qui vient gêner dans cet alignement, ou Flamand. Non, c'est plutôt Flamand. Le casqué, le deuxième ligne, si bien que dans leur camp, les joueurs français ont la balle avec une pénalité à venir. Je pense qu'il y a un avantage pour les Français. Petit coup de pied, tiens. Après le rebond, non. Avant un rebond, c'est repris par les Italiens. Et donc pénalité pour l'équipe de France. Oui, donc il y avait une touche, elle était italienne à la sortie. Et c'était Woki au contre. Et c'est Woki au contre. Et c'est un très très bon contre. C'est un très longiligne joueur. De seconde ligne, on soulignait que Cameron Woki est à son 5e match d'affilée, parce que c'est le seul joueur français qui a fait donc toute la phase qualificative plus un match préparatoire. Donc il est plutôt bien, le grand Cameron. Là, il en touche, il est contre un point de fixation et un Italien hors jeu, Mathieu Jalibert pour la touche. Et la touche, il va la trouver. Petite touche timide, il n'a pas pris de risque, il n'a pas voulu chercher les 22 mètres. Donc on va être à environ 35 mètres de l'embut italien pour un lancer de Movaca. Voilà, on était à 40 mètres de notre ligne, de la ligne de but des Bleus de France, des Coquelets. Voilà, il rentre dans le camp maintenant, lancé de Peato Movaca, et là, construction à venir. Elle est directe. C'est parti vers les extérieurs avec une construction. Avec Mathieu Jalibert, un peu de profondeur, Damien Penaud. La course à Damien Penaud, mais là il a fait la différence.
Benjamin Penaud, il a Louis Bielbarré sur sa gauche, petit coup de pied à suivre, il est mal dosé, il va directement en touche. La passe, peut-être que ça aurait été mieux, Daniel. Quand il fait le final, le fin joueur, Damien, il est un peu suspect. Là, Damien, il récupère un ballon aux 40 mètres, il part comme un avion, il part à gauche, il part à droite, il redresse, et on dit, il va marquer. Oui. Il va marquer, on s'enflamme, il va marquer. Il redresse sa course, il est entre deux. Je pense que s'il accélère, il sort du trou, entre guillemets, il sort de cet intervalle, et il peut. Bon, là, ça revient en défense, c'est pas encore gagné, mais il est tellement lancé, et il est tellement puissant. Et à la sortie, il va faire un petit coup de pied rasant, une petite subtilité technique. Et là, il n'est pas subtil à l'arrivée. Il n'est pas subtil, il a lancé pour les Italiens, la touche est pour les Italiens, et le coup de pied à venir sera pour Vierney. Et cette fois, le coup de pied. La touche italienne a bien été captée sans risque. La chandelle, toute petite touche, la possession va redevenir française avec un lancer sur la ligne des 22 mètres pour Peato. Varney faible au pied là sur cette situation défensive, cette situation où il faut impérativement sortir de son camp, où les avants italiens avaient quand même réussi à consigner ou à garder la balle proprement. Varney, toute petite touche. Nous sommes toujours dans la phase où les Français devraient construire. Peato, Movaca, milieu d'alignement, fond d'alignement, Charles, Olivon et Moll. Et c'est pris avec les avants qui s'organisent. Le ballon qui va revenir probablement, certainement dans les mains de Peato Movaca. Il est sur la ligne des 22 mètres. Ça part vers la droite, ça tangue à gauche. Ça avance en tout cas. On voit le calbut de Winnie Antonio. Il se fait défroquer, mais le ballon toujours français. Il est sorti par Max Lucu avec Jalibert. La sautée peut-être pour Ficou. Elle était propre. Ouais, il a été bien pris également dans la foulée. Lucu, même sens. Avec Mathieu Jalibert qui va mettre les cannes, il va accélérer. Il faut nettoyer ici parce que le contest est bon côté italien. On reste dans le fermé ici avec Greg Aldry est en bord de ligne. Il arrive à 5 mètres de la ligne. Greg, le ballon ressort vite avec maintenant, me semble-t-il, Anthony Jelonche. Exactement, Jelonche. On est à 5 mètres seulement de l'embu italien, pas loin du deuxième ici. Ici, c'est la 13e minute. La balle pour Camano qui a un peu de profondeur. C'est manqué pour son ex-coéquipier de l'UBB, Mathieu Jalibert. C'est pas fini avec le nouveau coup de pied de Damien Penaud. Cette fois après rebond pour Louis Bielbarré. Il y a 2 Italiens face à lui. Il va y aller. Oui. Et c'est Bielbarré. Il est magique ce gamin. Il est magique et c'est beau ce qu'il vient de faire. C'est beau ce qu'il vient de faire parce que la situation n'était pas gagnée quand même. Damien Penaud qu'on était en train de gronder sur un coup de pied balourd il y a exactement 2 minutes. Et bien là, Damien Penaud, il se retrouve encore en position de deuxième centre ou de premier centre plutôt. Et là, il n'y a pas de grand surnombre. Nous sommes dans les 22 mètres italiens. Pas de grand surnombre. On attend voir que Damien Penaud, il lève la tête, il regarde un peu sur le large. Il voit que Louis Bielbarré est tout seul et il lui donne un coup de pied de rêve. Le précédent était piteux. Celui-là est de rêve. Un petit coup de pied, petit rebond, et Bielbarré il reçoit la balle. Il est à 5 mètres de la ligne, mais il a 2 adversaires devant. 2 adversaires, ça fait beaucoup, 1 contre 2 en attaque. Et là, petit crochet extérieur, petit crochet intérieur, un raffut, il plonge et il marque. Il bat dans le plongeon, il bat Brex. Et à la sortie, il marque un bel essai. Un essai un peu classieux. Il y a quelque chose. Il a du style. Hein. Ouais, non, lui, il a du style. Lui, il a du style et il a la fraîcheur dans la technique. Tu vois, ce qu'il fait, c'est toujours pétillant et en même temps il a quand même un talent dans la gestuelle et dans la technicité qui est très très affiné. Il marque un très très bel essai. Les 2 ailiers français ont déjà marqué un essai chacun. Damien Penaud à la 2e minute et Louis à la 13e. Louis Bielbarré a des statistiques alors que la transformation de Thomas Ramos va également passer entre les perches. Ça fait 14-0. Ça fait 17-0. Les stats, Daniel, c'est sa 6e sélection, c'est son 5e essai. Ouais. Il conclut et on voit bien qu'il y a des essais déliés. Je sais pas, le premier essai dans ce match marqué par Damien Penaud, il y a des essais déliés qui ne sont que des actes de finition. Il y a des essais qui sont des actes de construction. Celui qu'on vient de voir, il a élaboré, il a structuré, il a même pensé son essai là. Et Louis, il en a déjà marqué 5 en 5 sélections. Ouais, c'est ça. L'équipe de France aujourd'hui. L'équipe de France qui a touché 76 ballons depuis donc ces 14 minutes de jeu. Les Italiens ont joué 17 ballons. 76 ballons joués à 17 pour l'équipe de France. Et ce score donc de 17-0 pour les Bleus. Pour l'instant, il n'y a qu'une équipe sur le terrain, Daniel. Oui, on peut dire ça. Il y a surtout une équipe enjouée, quoi. Les Français jouent. Il faut dire que les Français, depuis le début du match, sont quasiment tout le temps ils n'ont pas été dominés. Ils ont toujours été dans l'entre-deux-jeux. Et à partir du moment où ils ont été dans l'entre-deux-jeux, ils construisent. Et chaque fois qu'ils construisent, ça a été plutôt bien face à une équipe d'Italie. Et sa défense plutôt moyenne. Les Français ont déjà marqué 2 essais, alors que les Italiens se remettent à construire. Première possession. La première possession, et cette construction est belle. Exactement. Avec les Italiens, il aura fallu attendre un quart d'heure de jeu. Et il réclame Damien Penaud auprès de l'arbitre assistant. Et il va l'avoir le coup de sifflet. Pénalité
jouer pour l'équipe de France au niveau de la ligne médiane. Je ne sais pas pourquoi les liés italiens en l'occurrence. Le bras c'était Ioane avec un raffut qui met dans la gorge peut-être de Damien Penaud. Damien Penaud se plaint un peu, Ioane. Oui, voilà, c'est ça. Le raffut un peu dans la gargante, comme dirait ma grand-mère, tout au moins sur la paume. Ça peut être jaune, ça serait sévère. C'est Monsieur Pierce. C'est Luc Pierce à la touche qui a alerté Monsieur Dixon. Alors, au demeurant, effectivement, c'est pas un raffut. C'est-à-dire, c'est pas un acte de répulsion. C'est l'avant-bras. C'est presque bouclier, tu vois. Il met l'avant-bras à l'horizontale comme ça, et il va chercher l'adversaire à un niveau haut de la stature de l'adversaire haut, et en l'occurrence sur le coup. Bon, pour l'instant, apparemment, il a rien donné. Il a donné une pénalité pour les Français. Les Français touchent Jalibert, Mathieu et Peato Movaca au lancer au 22 mètres des Italiens. Allez, lancer du talonneur de l'équipe de France, possession 80% pour les Bleus pour l'instant, avec Peato Movaca qui récupère ce ballon et qui passe très facilement à un coéquipier. Greg Aldry on continue d'insister dans l'axe avec Cyril Bay. Il n'y a pas d'espace pour se lancer. Mathieu Jalibert avec Winnie Antonio, lui qui emmène avec lui deux joueurs italiens sur 3 mètres, avec Thibaut Flamand dans la foulée. On a 15 mètres seulement de l'embut. Les ballons sortent très vite du côté français, et donc à partir de là, les joueurs qui arrivent sont lancés, et quand ils sont lancés, tous autant qu'ils sont, que ce soit le grand Flamand, le lourd Antonio, tout ça est très dangereux. Les Français sont au point de pénalty des Italiens. Le ballon ressort, Gaël Ficou revient dans ce qu'on appellerait le trafic. Il perd pas la balle, il la libère, il est sans soutien, mais le ballon sort toujours très vite pour Cyril Bay. La Bay a surnombre. Avec Mathieu Jalibert sur un passé dur pour Thomas Ramos, mais pourquoi pas avec Damien Penaud, et qui prend sur lui Monty Ioane, qui va le refaire reculer, qui le plaque logiquement. Ouais, Ioane, il sait qu'il faut vraiment le prendre aux jambes, il faut le faire tomber Penaud, parce que sinon il peut t'emporter en te portant sur le dos dans l'embut avec le joueur comme un drapeau dans le dos. Attention, le ballon il rentre dans les 22 avec Lucu, il sort le ballon pour Jonathan Danty qui va plein fer. Plein fer, point de fixation toujours pour les Français. On est bien arrêté avec Charles Olivon maintenant et Anthony Gelonche. Lucu toujours même sens avec Jalibert sur un pas au Thomas Carré, Louis Belgaré. Il est plaqué cette fois, il peut remettre le ballon à l'intérieur sur Thomas Ramos, il a mis le pied en touche, Louis Belgaré. Ouais, le mouvement était encore joli. C'est pas d'une grande limpidité, mais enfin c'est construit, c'est élaboré. C'est-à-dire, ça percute, ça fixe, ça joue plutôt lancé. Dès qu'il y a un ballon dans les 30 mètres adverses et que un point de fixation et que le ballon sort vite du point de fixation, alors là, les Français sont très dangereux. C'est le cas depuis maintenant 10 bonnes minutes. Ça pilonne pas trop mal, ça perd pas de ballon, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de gratteur dangereux dans cette équipe d'Italie qui s'applique à défendre, qui pour l'instant souffre quand même. Elle a déjà pris 2 essais. Nous sommes à la 20e minute, à la 18e exactement, et le ballon est pour les Français. Avec Ruzza sur le lancer qui prend ce ballon sur ce lancer en touche italien, parce que Bielbiaré avait mis le pied en touche, mais il perd le ballon. Les Italiens se seraient mêlés les Bleus à 6-7 mètres. Il n'y avait pas sur la lentille qui avait pour quelques centimètres le ballon en tout. On a cru voir le pied de Bielbiaré, mais le ballon avait déjà quitté les mains de Louis Bielbiaré. Bon, enfin, les Italiens ont, à partir de cette situation un peu confuse, les Italiens ont eu un bon ballon en touche. Ils ont essayé de faire un molle, mais ils se sont vite écroulés. L'arbitre estime que l'écroulement de ce molle-là, ils en sont, piteux. Ils en sont responsables. C'est le sauteur, hein. C'est Ruzza qui est tombé directement. Ouais, mais enfin, Rosa, il doit en avoir quand même un ou deux dessous qu'on appelle des lifts ou qu'on appelle des étayeurs qui doivent quand même lui assurer un confort à la rechute, quoi. Là, Rosa, il tombe comme une figue molle. À la sortie, tout le monde s'écroule au-dessus. Ça fait un tas vulgaire et à la sortie, une mêlée pour les Français. Ils sont à 5 mètres et les Italiens, à partir de Daniel, le problème, c'est que le sauteur Ruzza, quand il retombe au sol, il a déjà Woki sur lui parce que les deux lifters n'ont pas protégé Ruzza, et du coup Woki il est au milieu et il fait écrouler. Il a le droit, il est au milieu. Alors pour les spécialistes, le lifter c'est un ascenseur, il te fait monter, mais en même temps le lifter il te protège. Attention, ça a été mal, l'introduction, mais finalement il va être sanctionné, Max Lucu, parce qu'il a introduit plutôt directement sur le pied du talonneur. Ça se fait pas. Enfin, ça se fait dans le monde entier. Aujourd'hui on n'envoie pas dans les pieds du talonneur, on envoie dans les pieds du second de ligne. Et de temps en temps, au bout d'un moment, quand l'arbitre est fatigué, on envoie dans les pieds du numéro 8. Là, il y a des trucs qui deviennent hideux. Là, en l'occurrence. Là, il a introduit dans les pieds du second. Voilà, il a mis le ballon dans les bras. Mais ça a rebondi en plus. Non, mais dans la tribune, on se regardait entre nous, on disait c'est trop. Ça va se voir. Il n'était pas du bon côté. Je pense que c'est l'arbitre assistant qui a dû biper, parce qu'il était vraiment de l'autre côté en plus. Une mêlée, toujours introduction. Maxime Lucu en l'occurrence. Ils sont à 5 mètres. N'oublions jamais que Julien Thomas est le seul joueur international à avoir pris un carton jaune pour une introduction pas droite en mêlée. Ce n'est jamais arrivé
C'est le seul joueur mondialement connu pour ça. Il avait dû créer une antipathie avec l'arbitre parce que sinon ça n'est pas possible. Attention, ballon pour les Français. Avec Jelonche qui va peut-être récupérer ce ballon, il est au sol. Long à sortir, défense italienne en place. Ça y est, rien de bon. Allez, à 10 mètres avec la prise de balle de Flamand. Il reste à 10 mètres parce qu'il est plaqué. Le ballon qui est remonté, relevé par Paoto Movaca. Avec finalement Cameron Woki. On est à 4 mètres maintenant de l'embut côté gauche toujours dans de l'attaque française avec Charles Olivon. Le capitaine qui essaye d'avancer, il est pris lui aussi, il est bloqué. Ils font qu'un mètre ou deux les Français avant d'être plaqués. On pourrait avoir une longue séance de pick and go dont tout le monde dit, y compris les coachs, qu'il faut être patient pour aller marquer. Ça veut dire qu'il y a 5 ou 6 joueurs qui bataillent comme des bêtes pendant 10 minutes. On peut considérer que c'est un temps long, effectivement, peu productif, mais ça peut arriver à un essai. Allez, attention, ça dégage des cartes avec Cyril Baye. Il n'a pas pu se lancer, Cyril Baye. Attention, si ça se libère vite. Large. Non, a priori, il y a un équilibre numérique. Il y a avec Thomas Ramos. Peut-être la balle maintenant pour Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert qui va prendre des vitesses. Il croise avec Damien Penaud. Damien Penaud qui ne peut remettre. Et Ramos qui marque l'essai. Il voulait remettre à Galficou. C'est déjà le 3e essai pour l'équipe de France. Il est signé Thomas Ramos. Ah oui, alors nous avons un bon mouvement. Alors celui-là, il est intéressant. Tu sais pourquoi? Bien parce qu'il n'est pas classique. Ils partent sur quelque chose qui se voudrait assez construit. Un départ, à partir d'une série de points de fixation, pas trop mal, ça enchaîne. On pense qu'il y a un équilibre numérique. La défense italienne n'est pas submergée. Les Français sont à égalité de nombre, je dirais, mais il y a un peu d'espace. Mathieu Jalibert arrive à se démerder, se débrouiller pour faire un cadrage des bords. Il retrouve à l'intérieur Penaud, et quand Penaud est lancé à 7 ou 8 mètres, ça commence à faire dangereux. À la sortie, Penaud va faire un point de fixation après Mathieu Jalibert. Encore que Damien il va pouvoir aller marquer, mais ça revient dans les mains de Thomas Ramos. Et c'est Thomas Ramos ou c'est Thomas Ramos. Alors Ficou qui récupère le ballon d'un jongle un peu malencontreux mais réussi de Gaël Ficou. Récupération par Thomas Ramos, 5-6 mètres de la ligne. Il prend l'orientation poteau de touche, il plonge là-bas dans le coin et il marque. Thomas Ramos, il la marque pas souvent, il joue arrière, rappelons-le. Et là par contre il transforme tout ce qu'il trouve sur le terrain. Lui, il a pour l'instant transformé les 2 premiers essais, ça c'est le 3e. C'est lui, Thomas Ramos, qui l'a marqué. À voir qu'est-ce qu'il va faire avec ses pieds. On vient d'apercevoir Antoine Dupont dans les tribunes. Le public ne l'a pas vu parce qu'on est sur le shot clock, l'horloge qui décompte le temps avant de taper. Il a encore un beau cocard sous l'œil, Antoine Dupont, et ça passe encore, c'est parfait. Il est complètement excentré, ça passe vraiment pile poil en face au milieu des perches. Le score c'est 24. Ça fait 24-0 pour l'équipe de France. 3e essai qui a marqué déjà 3 quarts du bonus, quoi. Ouais, voilà, vraiment, les Français se sont déjà sécurisés avec 24 points. On comprend que quand même, on pourra dire l'écart est décisif, quoi. Voilà. L'écart est décisif. 24-0 quand même, Daniel. 23e minute de jeu. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Mais c'est vrai que ces 24 premières minutes furent absolument en faveur de l'équipe de France. À tout de suite. France-Italie en direct de Lyon, 24-0 sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. 25e minute de jeu, 80% de possession, 80% d'occupation pour les Bleus de Fabien Galtier. Nicolas Delage avec Daniel Herrero. Pénalité pour l'équipe d'Italie, alors qu'on était vraiment pas loin de laisser du bonus du 4e essai. Il y avait encore un temps fort dans les 22 adverses de cette équipe de France qui est écrasante de facilité, de domination en tout cas. Oui, on peut dire de domination et même de facilité, puisque depuis le début de ce match, les Français ont déjà marqué 3 essais. Les Français ont quasiment occupé totalement le camp italien. Les Italiens ne sont pas venus une fois dans nos 40 mètres. En fait, moi, j'en ai pas de souvenir, dans nos 22 sûrement pas. Les Français campent dans le camp italien. À partir du moment où ils sont là, les Français ils construisent. Et chaque fois qu'ils construisent, c'est assez ou très dangereux. C'est-à-dire qu'à chaque action, il y a un frémissement de conclusion, quoi. Toutes les actions, surtout sur mêlée, sur envoi, les Français sont dominateurs. Pour l'instant, les Italiens sont en souffrance terrible. Ils sont menés 24-0. Allez, on retrouve les 3 quarts tours dans leur camp, avec peut-être la percée là de Brex et remis sur Capozzo. Harcelé Capozzo, c'est bien, il a pu passer son ballon à Bruno. Et finalement, c'est Alan qui est plaqué. Bien voilà, la première incursion, il aura fallu attendre la 26e minute de jeu. Absolument. Au moment où on disait que les Italiens ne sont pas venus une fois dans le camp français, et bien là, ils viennent de faire une très belle combinaison. Ils ont avancé de 70 mètres, ils sont venus à 5 mètres de notre ligne. On pensait qu'ils pouvaient aller marquer. Ils ont manqué un peu de guibole dans les ultimes mètres de leur course. C'était quand même très bien joué. 2-3 passes dans le camp dans la défense française. Et à la sortie, la France ne renonce pas. Il y a 4 joueurs qui viennent serrer Tommaso Alan. Et c'est à la sortie Biel Biarré, puis
Penaud, non, c'est Bielbiarré qui lui fait perdre la balle. On a l'impression que les Français peuvent relancer, mais il vient de l'aile opposée, Bielbiarré. Il va bien. Alors les ailiers sont actifs. Alors ils ont ça de bien, ces nos deux ailiers, outre qui sont brillants, qui sont finisseurs, qui sont talentueux, qui ont quand même franchement beaucoup de qualité, ces deux gabarits, en l'occurrence Damien Penaud et Louis Bielbiarré. Et en même temps, ils ont des formes de liberté, en l'occurrence, tu les retrouves aux quatre coins du terrain. Et là, par exemple, Louis Bielbiaré, qui est un ailier gauche, se retrouve là-bas à défendre à l'opposé complètement, côté droit. Et ça donne à sa performance toujours un peu de relief, joli relief. Il y avait un temps mort parce que Pietro Ceccarelli, le pilier droit, avait du mal à se relever. On va reprendre par une mêlée, introduction Lucu. Et on est à 10 mètres de l'embut français. On est dans le camp bleu. Cette équipe bleue pour l'instant, sans nuage, qui prépare parfaitement son quart de finale, qui va se qualifier, qui joue parfaitement. Voilà, ne présageons pas. On a vu, mais ça remonte à loin. Puis moi, je ne me rappelle pas non plus. Tu vois, des renversements. Mais 24-0 contre cette équipe d'Italie qui n'est pas franchement très très bien dans son cœur, ni dans ses guibolles. Il me semble qu'il y a déjà plus d'interrogations majeures sur le destin du match, quoi. Et donc à partir de là, il est intéressant de voir comment les Français vont rester dans le sérieux, dans l'appliqué, dans la construction, dans leur schéma de jeu. Là, on peut vous annoncer, nous sommes une mêlée introduction française à 10 mètres de notre ligne. Eh bien, il y a quand même 98 ou 99% de chances que soit Maxime Lucu, soit Mathieu Jalibert tapent en touche. On avait une inquiétude, c'est peut-être sur le début de match, sur les 20 premières minutes, où les Italiens allaient s'envoyer, allaient être physiquement très présents. Il n'en est absolument rien. Est-ce que c'est parce qu'ils sont complètement rôtis, psychologiquement absents, les Italiens, ou ils n'ont pas les ressources? Alors il pourrait avoir quand même pas dans le premier quart d'heure, il pourrait avoir le moral un peu bas, ça je ne crois pas. Normalement c'est en tout début de match que quand même, je ne sais pas dire ton venin, mais tu vois, ton agressivité, ton désir, ta volonté d'exprimer ton courage, ça doit s'exprimer. Et en même temps, même si tu as de la fatigue, que tu l'as mal digéré, on vous disait que Maxime Lucu allait taper, il a tapé loin, et c'est Angel Capuzzo qui récupère. Magnifique ce coup de pied à plus de 60 mètres. Capozzo qui passe la médiane. La montée est timide de la part de l'équipe de France qui attend le Toulousain. Il a gagné 5-6 mètres. Il a serré la défense, il a gagné un peu, il a mordu un peu. Varney porte un peu la balle. Là, c'est un canonnier, à moins que ce soit Lamira. C'est Negri, le numéro 6. L'autre troisième milieu. Effectivement, les Italiens, ils avancent un petit peu. Ils sont dans nos 40 mètres. Le ballon sort un peu plus vite du côté italien et donc ils construisent. Exactement, à 40 mètres. Ça y est, Varney qui peut. Ça, c'est pas bon. Ça va doucement. Lâcher ce ballon avec les deux amis, avec Rozza notamment. Negri, on essaye de continuer là-bas. Avec Ioane qui s'était intercalé, l'ailier gauche, il était complètement à droite et ça va ferrailler au sol. Ils ont du mal à sortir le ballon rapidement comme ils l'ont fait sur les débuts de cette Coupe du Monde. Les Italiens, c'est un petit peu plus lent, ils ferraillent, les Français, ils sont bien préparés. Les Français sont bien en défense, mais les Italiens, là, il y a des intentions de construction quand même, enfin on dira, ils sont à la 25e minute. Capozzo touché. Il a un problème, Capozzo. En tout cas, il ne s'est pas relevé, mais il a un problème à l'œil. Est-ce qu'il a pris un coup ou est-ce qu'il a un problème de lentille de contact? Ça peut arriver. Ça peut arriver. De sûr, c'est pas un muscle. De sûr, c'est pas un truc de sa cheville. Tu vois, il a un truc dans l'œil. Ange, il a récupéré ce ballon. Dans l'œil, je crois. Il a récupéré ce ballon. Ange, à 45 mètres de sa ligne. Il s'est dit quand même, on va pas passer l'après-midi à taper, surtout si on n'a rien d'autre à faire. On voit qu'il sert à la défense. On voit qu'il est vaillant et volontaire, mais il tombe sur Anthony Gelon qui lui fait aucun cadeau, qui le plaque sèchement. Et me semble-t-il que dans le regroupement qui suit, il y a un doigt. Jadis, on appelait ça malencontreusement une petite fourchette. Je suis pas sûr. Non, pas du tout. Non, ça serait une radiation à vie aujourd'hui. Non, pas du tout. Simplement, il a pris. Un coup à l'œil. Il a pris un coup ou un doigt dans l'œil. Attention, mais il reprend sa place et il n'a rien de particulièrement pénible, sinon qu'il peut avoir un peu la vue trouble. Il a l'air un peu sonné. C'est un peu embêtant quand même. Allez, mais à la sortie, mêlée, introduction Italie. Stéphane Varney, effectivement, on est à moins de 40 mètres de l'embut français, quasiment dans l'axe, avec pour la première fois un lancement de jeu intéressant pour les Italiens. On joue la 29e minute sur Sud Radio. On vous rappelle le score 24-0. Il a joué rapidement, il y avait une pénalité. Il y avait un bras cassé. Là, nous avons Ioane. Non, nous avons. C'était Bruno. C'est reparti grand large avec les Italiens qui sont sur la ligne d'avantage, mais ils n'arrivent pas à franchir. Le ballon sort pas vite, ils n'arrivent pas à jouer lancé. Ils sont arrêtés quasiment. Là, le ballon au bout, un contre un, crochet intérieur. Attention, là, il passe. Avec Ioane, il est replaqué. Ioane est quand même très dangereux. C'est lui le plus explosif derrière pour l'instant. Là, ça joue pas mal, mais ça n'explose pas. Ça n'explose pas à la prise de balle. Ce n'est pas dangereux pour la défense française. On retrouve les Italiens ici qui ont essayé de prendre l'intérieur avec. Ils ne sont pas difficiles à plaquer. Si en plus Varney porte un peu la balle et donne à la défense française de quoi gagner déjà 2 ou 3 mètres. Là c'est lent chez les Italiens. Ils ont toujours la main sur la balle quand même, les Blancs d'Italie.
Avec Canonnet, Varnet, on est à 30 mètres là-bas et on repasse grand large, grand champ de l'autre côté, mais que c'est lent pour les sorties. Voilà, il y a une cellule de 3 ou 4 joueurs milieu du terrain chez les Italiens. Là, il y a une combinaison qui n'est pas trop mal. Attention, là, ils font un peu n'importe quoi. Il y a danger. Si les Français récupèrent la balle, il y a le feu. Avec Pierre Bruno là qui récupère ce ballon. Il y a la pression. Ils ont reculé de 15 mètres. Les Italiens ils sont repassés dans leur camp. Ça manque de vitesse, ça manque de tout. Et on a une défense française intelligente qui ne rate pas beaucoup de plaquages. Et la défense française, elle est tellement tranquillou. Voilà. Alors là, il y a un petit surnombre dans le côté fermé, mais il n'y a pas le feu, quoi. Ils sont pas dangereux sur l'homme, quoi. Ah non, en termes de construction, c'est quand même c'est désespérant offensivement les Italiens. C'est bateau. Alors si tu regardes la construction, tu dis c'est pas si mal que ça. Mais dans l'énergie mise à la prise de balle, dans la tonicité d'ensemble, dans le rythme collectif de la construction, tu vois, il y a zéro rythme. Ouais, c'est la 13e phase de jeu. Effectivement, ils ont plutôt reculé par rapport au lancement tout à l'heure, qui était une mêlée qui était à 10 mètres devant. Il passe son temps à chercher Alan. Il cherche Alan à longueur de temps. Ils vont prendre des risques. Voilà, les Italiens vont prendre des risques. Là. Pardon, mais quand Varnet porte la balle 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite, ou 2 mètres à gauche et 2 mètres à droite, là tu as 14 joueurs français en défense de ligne qui sont déjà placés. Pénalité. Ils ont pris ce petit risque alors qu'on attend un remplaçant. Attention, parce que Pani va peut-être remplacer Capozzo. Oui, c'est fait. En fait, c'était un problème un petit peu plus important pour Ange Capozzo, qui va devoir quitter cette pelouse de Lyon, remplacé par Lorenzo Pani à l'arrière. Alors, est-ce que c'est pour un protocole, pour un saignement? Est-ce que c'est définitif? Oui, apparemment protocole. On a la petite indication. On voit qu'il gueule, qu'il semble mécontent, il crie un petit peu, il manifeste quelques irritations. Ange Capozzo, il est invité à sortir par le docteur, le médecin indépendant. Et lui, il fait savoir non, ça va. Et on le fait sortir. Et il dit c'est un coup à l'œil. Il dit c'est un coup à l'œil. Et il avait l'air sonné, donc le médecin indépendant a voulu faire un peu de zèle, en tout cas ne pas prendre de risques. Donc il va passer, allez, combien 10 minutes. Il est vraiment pas content. Il dit max 10 minutes. On me prive 10 minutes de jeu. Alors que j'ai pas pris le coup sur la tête. Jusqu'à la mi-temps en fait. Ah oui, maintenant il est cuit jusqu'à la mi-temps. Et là c'est la première fois que les Italiens par Garbisi ont bénéficié d'une pénalité à 40 mètres de la ligne de but de la France. Ils n'ont pas choisi le tir au but et Garbisi s'est appliqué. Première fois que les Italiens vont avoir une touche lancée pour eux. Donc à 7-8 mètres de la ligne des Bleus de France. Allez, il faut s'appliquer. Ils ont déjà perdu 2 ballons dans les airs lancés de Feva. Feva d'origine polynésienne lui aussi. Feva, c'est ballon pris par les Italiens au milieu d'alignement avec un joli molle. Allez, on s'organise autour de lui. Feva va récupérer ce ballon, il va le chercher là-bas. Le molle est propre. Il avance. Il reste lié, c'est pas mal, ils sont à 3 mètres. Oui, mais Aldris a mis la main sur le porteur de balle, a écroulé le molle, le ballon est au sol. Les Italiens sont obligés de se replacer et de recommencer la construction. Allez, Varnet qui va pouvoir l'éjecter. Il met du temps lui aussi à recoller à ce ballon qui est au sol avec Ceccarelli qui nettoie. Varnet encore avec Garbisi et il arrivait lancé dans la foulée. Brex. L'idée était bonne. Là, s'il part sur le fermé. Ils sont à 10 mètres seulement, 5 mètres maintenant. Bon plaquage de Danti qui tente d'arracher le ballon dans les mains de Varnet d'une mêlée. Ils sont à 1 mètre maintenant avec le nettoyage de Garbisi. C'est pas loin de laisser là pour le premier gros temps fort dans les 22 mètres adverses de l'équipe italienne. Le ballon, est-ce qu'il est disponible pour les Italiens? C'est Garbisi. C'est long, mais la défense française est en place. Elle a quand même, ils sont à 1 mètre de la ligne. La défense française, pour l'instant, riposte. Il n'y a pas de. Ils sont à 1 mètre. Ils sont sur la ligne de but. Le public crie allez les bleus. Il y en a quelques-uns qui crient allez les blancs des Italiens. Attention, il n'y a pas de surnom. Ils sont dans le fermé. Ils sont dans le fermé. À 2 mètres avec Varnet qui change et qui continue de solliciter les avants et notamment Sébastien Negri. Moins d'1 mètre. La défense pour l'instant française est lucide et ne rate pas de plaquage heureusement parce que là ce serait définitif à cet endroit du terrain. Ils plongent les Italiens. Il n'y a pas de faute pour l'instant. Le grand large avec Garbisi qui peut alerter Brex. Il a été pris rapidement par Max Lucu qui avait senti. Brex il est très costaud mais Max Lucu se trouve sur sa route et le clos sur la 2 mètres de la ligne. Les Italiens ils sont en position de marque avec Negri. Attention, coup à la tête. Il a pris un coup de tête, Max Lucu. Attention, on le reverra peut-être tout à l'heure, mais il a pris un coup de tête de la part de Ceccarelli. Peut-être c'est pas fini. Ballon toujours pour les Italiens. À 1 mètre. Ça fait maintenant le 6e point de fixation à 1 mètre. C'est un pilonnage en règle, c'est un coup de baston. Peut-être un coup de bâton. Ils sont toujours sur la ligne. L'arbitre laisse 3 cm. Feva, il va devoir remettre ce ballon entre les jambes. Il va devoir le libérer. C'est fait. Peut-être un ballon aplati. Et c'est à moins qu'on revienne à la vidéo sur un déblayage sur la tête de Max Lucu, mais c'est peut-être un essai pour Simone Ferrari. Pour l'instant, il est accordé par l'arbitre. Il ne fait pas signe de faire appel à la vidéo. L'arbitre dit à Maxime Lucu qu'il semble que c'est un coup d'épaule. Donc il ne revient pas, il ne demande pas la vidéo. Garbisi ou Alan se prépare à tenter la transformation et c'est le pilier Ceccarelli qui a marqué un essai après une multitude, 7-8 points de fixation. La défense française était plutôt bonne.
jaune. Mais les Italiens pugnaces, coriaces, appliqués quand même. Ils sentent la ligne, ça les ravive, ça les revigote. Ensemble, ils se mettent en planche, ils se serrent, ils s'entretiennent, ils se tiennent même et ils arrivent comme ça à marquer par Ceccarelli. Ma foi, c'est la première fois qu'ils viennent dans cette zone et c'est la première fois qu'ils marquent le premier essai pour leur équipe. Simone Ferrari, le pilier gauche, auteur de 7 essais pour l'équipe. 34e minute. Exactement. Alors que là, on a un plan sur Sean Edwards et on a peut-être une analyse vidéo, probablement, parce que Carl Dixon, l'anglais, il a été averti par l'arbitre vidéo qui est, je crois, Marcus Jonker, le sud-africain ce soir. Voilà, parce qu'il y a le soupçon, ce que je te disais en direct, Daniel, peut-être d'un déblayage sur Max Lucu qui pourrait tout remettre en cause. Oui, alors effectivement, tout au moins refuser l'essai. A priori, Max Lucu est debout, il est au sein de la troupe, mais il plaque là, me semble-t-il, Negri. Ah ouais, quand même. Là, en l'occurrence, Ferrari, il arrive comme un avion et il le prend haut. Ouais. Alors on est dans la zone entre la clavicule et la gargante, c'est-à-dire entre la paume d'Adam et le haut de la clavicule. C'est pas directement un choc sur la tête, mais c'est un déblayage. Mais au-dessus de la ligne des épaules, c'est une faute. Absolu. Alors peut-être que la circonstance atténuante, c'est que Max Lucu est en train de tomber vers l'avant. Oui. Au ralenti. Le déblayage est sur le côté. Complètement. Mais en direct, ça paraissait flagrant. Désolé, mais je comprends pas pourquoi l'arbitre qui était juste à côté ne l'a pas arrêté sur le moment. Mais bon, peu importe. Il était concentré sur le ballon et sur le bas. Pour moi, il y a de quoi refuser cet essai. De toute façon, évidemment. Il arrive sur le côté. Évidemment. Il arrive sur le côté, il déblaye sur le côté. Il va y avoir double peine, il va y avoir une jaune. Essai refusé et jaune. Pour l'instant, on attend. Il a déjà vu les images, il doit se faire son opinion, l'arbitre. Monsieur. Moi, je te rejoins totalement, Daniel. L'arbitre demande où est le premier contact. Est-ce que ça fait torse plus tête ou tête directement? Alors, je pense que c'est torse plus tête. Coup. Ah ouais, ça c'est sûr que c'est torse. Non mais alors comprenez la question, ça veut dire que c'est jaune ou rouge, c'est ça la question. La question c'est jaune ou rouge. C'est exactement ça la question que demande. À 100% je pense que oui. Et là on se pose la question de la couleur du carton. Ouais, c'est logique, c'est logique. Ouais, c'est logique parce que nous sommes vraiment dans la zone très dangereuse, là où ça sanctionne, quoi qu'il arrive. Dessus, le déblayage est sévère. Dessus, il est ciblé sur le haut du corps. Dessus, il est dans la zone. Oui, mais après, de toute façon, il peut être annulé. Ça, c'est la décision. Donc, il y a une pénalité pour l'équipe de France. Moi, je dirais jaune. Et il n'y aura pas de carton. Non, il met pas la main à la poche. Non, pas de carton. Explication auprès de Charles Olivant de l'arbitre. Il le prend haut et il monte l'épaule. Il monte l'épaule. On disait que la clavicule définirait peut-être la zone, le trait en dessous duquel il n'y a pas faute et au-dessus duquel il y a carton, quoi. Là, c'est dans cette zone-là, ça descend un petit peu, l'arbitre donne pénalité pour lequel de France. Non, pas de carton. Ils s'en sortent bien. Ils ont dû discuter de la circonstance atténuante de Max Lucu qui est en train peut-être de tomber, d'aller vers l'avant. Ça peut être une explication. Ouais, c'est sans aucun doute. Maintenant, on arrive à j'allais dire des précisions millimétrées sur les zones d'impact. Dans cette zone-là, dans la zone coup, bon là il semble, Ceccarelli est très triste parce qu'on lui refuse de laisser et Ferrari est aussi très triste parce qu'il a coûté à son équipe le bonheur de l'essai. À 5 minutes de la fin sur Sud Radio, 24-0. On vient de passer 3-4 minutes là, à décider de la validité d'un essai italien. Voilà, il ne s'est pas passé grand chose là pendant ces 3 ou 4 minutes puisque ça discutait. Et il y a eu 3 ou 4 minutes précédentes, c'est-à-dire depuis la 30e grosso modo, où les Italiens nous ont fait une petite sérénade. Ils sont dans notre camp. Voilà, ils sont restés dans notre camp, ils ont pilonné, et à la sortie, ils enchaînent cagade sur cagade les Italiens. Là, ils avaient une pénalité à 40 mètres de la ligne de but français. Il a cherché la touche, je pense que c'est Alan Garbizi ou Garbizi peut-être, il a raté et il a raté la touche et c'est donc une mêlée introduction de France. C'est un calvaire. On a Daniel, on voit depuis tout à l'heure des plans sur le coach néo-zélandais Kieran Crowley qui va être remplacé par Quesada. Là ça va pas fort. Et il est effondré. La soirée catastrophique. Oui, parce que t'as toutes les difficultés de la mise en place d'un jeu, quoi. Les jeux italiens n'est pas mis en place et donc ça incombe quand même à la responsabilité du coach. Et après tu as les défaillances individuelles, par exemple cet essai refusé sur 2 comportements un peu balourds près de la ligne et cette touche manquée. Bon, on sait que ça se fait 1 fois ou 2 par saison, mais c'est emmerdant quand tu le fais dans un match comme celui-là.
Peut-être une des pires semaines de sa vie, Crowley, là, après les 96 points pris contre la Nouvelle-Zélande. Il n'existe pas contre l'équipe de France qui domine en mêlée, fermé pour la première fois, qui va même récupérer une pénalité. Est-ce qu'il va la jouer? Max Lucu, non, pénalité. Alors ils sont dans leur camp, à 40 mètres de leur propre but, les Français, mais ça fait du bien au moral. Ouais, il y a une petite révolte, la mêlée française est bonne, dominante. L'arbitre tarde, Maxime Lucu se décale pour se mettre en position de joueur. Charles Olivon ou Anthony Gelon ou l'un ou l'autre est un peu long à ramasser. Lamaro contourne, ça fait une petite altercation avec Olivon, rien de bien grave. La pénalité sera pour les Français à 40 mètres de notre ligne. Les Français depuis 10 minutes sont quand même dominés entre ce temps de discussion pour la validation ou le refus de l'essai et le temps de domination des Italiens. Là voilà, première pénalité maintenant qui nous permet de revenir dans le camp des Italiens. Lancé à venir pour Peato Movaca, et nous sommes là à la vingtaine de mètres de la ligne de but des Italiens, avec un lancé à venir, à voir. Dessus il va y avoir une construction. Et pourquoi pas laisser du bonus avant même la pause. Ouais, avant la pause ça serait plutôt bien. 37e minute, la prise de balle de Cameron Woki, il est dans les airs. C'est parti, c'est resté avec Peato Movaca qui récupère ce ballon, le ballon porté qui est dévastateur, qui a déjà fait 5 mètres et qui va enchaîner sur le double. Ils sont pas bien à la faute pour l'instant, les Italiens, ils n'écroulent pas, mais ils subissent, ils reculent, ils sont sur le cul là, les Italiens, ils ont reculé quasiment jusqu'à 10 mètres et le ballon qui parti sort vers le grand large avec Gaël Ficou, Mathieu Jalibert, le coup de pied, il est plaqué, ça va dire, il est dans les mains de Damien Penaud, l'essai du bonus, le coup de pied superbe, magnifique de Mathieu Jalibert pour son coéquipier, futur coéquipier à l'UBB. Voilà, on va vous répéter depuis le Pédu ce mouvement. Il est bien fait parce que de fait il est intelligent. Nous avions une touche, alors les Français ça fait des 10 minutes qu'ils n'étaient pas venus dans le camp italien. Sur une pénalité, ils y reviennent au 22 mètres. Sur ces 22 mètres, c'est quand même le 22 mètres, c'est quand même loin de l'embut et ils font un molle. Mais ils font un molle avec une double idée. Pourquoi pas les emporter sur 22 mètres, ça fait quand même très long. Mais tout au moins les concentrer. Effectivement, il y a 6, 7, 8, 9 Italiens qui se concentrent dans ce molle-là. La défense en ligne italienne se rétracte un petit peu. Elle laisse complètement le côté droit français et le côté gauche italien dégarni, et Mathieu Jalibert lucide, une belle diagonale, mais Damien Penaud n'a strictement plus personne à moins de 10 mètres de lui. Il prend le ballon, il n'a plus personne à moins de 10 mètres. Magnifique. Il récupère, le coup de pied est magnifique. Damien Penaud est à droit, il récupère la balle, il plonge dans l'embut de manière de donner un peu à la photo qui va le concrétiser une qualité, et il plonge, et donc c'est déjà 2 essais pour Damien Penaud. Ouais. Et ça fait donc à son total mondial 34. Alors, j'ai 3 chiffres stats à vous donner sur Damien Penaud. Alors, il arrive à 35 essais, il est plus qu'à 3 longueurs de Serge Blanco, alors que Thomas Ramos passe 2 points de plus, on en est à 31-0. Je vous précise également qu'avec ses 6 essais marqués, c'est pour l'instant le seul meilleur marqueur d'essais de cette Coupe du Monde 2023. Et autre chose, 6 essais, c'est rarissime pour un joueur français. C'est arrivé que 2 fois auparavant en Coupe du Monde. Jean Balafon en 91, Vincent Clerc 2011. Et donc s'il en marque un de plus, il devient seul meilleur marqueur sur une Coupe du Monde pour l'équipe de France. Voilà, on sait bien que Damien Penaud reste ce joueur exceptionnel qui dans ce genre de match peut marquer un semi-remorque d'essai. Il en a déjà marqué 2, ce qui est énorme. Récupération de Grégory Aldrit sur le renvoi. Les Italiens sont à 31-0. Nous jouons maintenant la 39e minute. Il en reste une. Et déjà la trentaine à la mi-temps, c'est quand même très très lourd. Les Italiens ont eu 5 ou 6 bonnes minutes. Les Français en ont eu 35. Quelle efficacité surtout. Ouais. Ça allait sur une efficacité assez impressionnante par rapport aux 10 minutes italiennes passées ici pour rien. Mais c'est pas de l'opportunisme quand même. Ouais. Ils sont dominés, les Français, ils prennent un essai qui n'est pas accordé. Bon, une pénalité pour eux, hop, très vite, ils s'appliquent, ils reviennent dans le camp italien. Et dans le camp italien, ils construisent quelque chose d'assez élaboré. Un gros molle qui concentre bien l'adversaire. Il est propre le molle. Il est propre, il est gaillard, il est robuste. Il concentre l'adversaire. Sortie du molle, paire de demi lucide, grande diagonale, essai en marchant. C'est propre. 40e minute, c'est la dernière de cette première période avec un ballon là pour les Italiens. Dernière attaque à 15 secondes de la zone rouge et du passage dans la pénalité pour l'équipe de France au milieu du terrain. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé que les Italiens ont fait une bonne construction. Ils étaient assez lancés sur cette touche, mais la construction est propre, une redoublée, une passe à plat. Garbisi ou Brex peut-être lancé comme un avion dans le rond central. Et 2 Italiens arrivent en planche. Ils vont au-delà de la balle. L'arbitre français dit quand même le fameux plongeon de la piscine, ça fait un moment que ce n'est plus autorisé. Et à la sortie, pénalité de 48, 50 49, même. 50. Et qu'est-ce qu'on choisit alors qu'on mène 31-0? Tranquille. Tranquille, ma foi.
Je pense que c'est pour faire souffler un peu la grande troupe, le 5 de devant qui donne quand même beaucoup dans la course et dans le combat. Et à la sortie, avant la mi-temps, peut-être Thomas Ramos qui pour l'instant n'a rien manqué. S'il enquille c'est la 50 en face, ça en fera 34 dans l'escarcelle des Bleus. Et le public a bien compris, déjà en train de se diriger vers le Gorgeon, comme tu dis Daniel, parce que là ce sera la mi-temps. Après cette dernière frappe de Thomas Ramos, alors est-ce qu'on reste à 31 ou est-ce qu'on passe à 34? Eh bien la réponse est 31, ça passe à droite. Un raté pour Thomas Ramos. Premier échec pour Thomas Ramos, premier échec. 31-0. 31-0, l'arbitre envoie tout le monde voir le Gorgeon, souffler, récupérer, respirer, manger 2 ou 3 fruits, souffler, écouter les coachs. Il n'y a sans doute pas trop grand chose à raconter du côté des Français. Continuez, restez appliqués, ne vous dispersez pas, restez dans la méthode. Et du côté italien, il faudrait quand même que vous ressortiez un petit peu l'ardeur défensive. Il ne faut pas que les Français, chaque fois qu'ils sont dans notre camp, ils nous enquillent ou ils nous plantent un essai. Tout à l'heure. Et on vous laisse un petit peu se restaurer. On va faire le point justement sur ce premier acte avec Julien Thomas. J'ai 2 questions, Julien. J'en ai une normale et puis après j'en ai une vraiment provoque. Et je pense qu'elle va nous régaler. Julien Vert est en train de s'installer aussi en tribune presse du côté de Lyon. D'abord, retour sur ce premier acte, Julien Thomas. 31-0, c'est du parfait, si ce n'est presque parfait. C'est du parfait et presque parfait. C'est surtout des Français qui ont, comme on l'avait entendu contre l'Uruguay, mais qui n'avaient pas réussi à faire, vite rentrer dans le match, vite imposer, vite prendre le score. Et une fois que le score a été pris, parce qu'ils ont mis les moyens, ils se sont préparés pour, ils ont mis de la confiance à 200%, ces Français, ils ont pris le score et derrière, le talent me fait parler de cette équipe de France. Donc une fois que ça a été acquis, au bout de 20 minutes, parce qu'il y avait quand même 22-0 à 22 minutes, donc 1 point par minute, et là ils ont anéanti tout Italien. Oui, non, mais effectivement, et tu vois que ça a été quand même assez net. Adrien, quand on regarde un petit peu les statistiques, on va le faire un point avec toi dans un instant sur les stats. Mais d'abord, on reprend la direction de la tribune presse de Lyon avec Julien Vert. Pour l'instant, c'est un cavalier seul, parce qu'il faut le dire, l'Italie en face, qu'est-ce que c'est pâle. Ouais, c'est très pâle. On les avait quittés la semaine dernière, très décevant. On peut pas dire que ce soit bien meilleur que la copie de la semaine passée. Un tout petit peu, on va dire un sursaut d'orgueil un petit peu plus précoce. On l'avait vu en début de deuxième période la semaine dernière. Là, on l'a vu à la 30e. Mais même quand ils ont un sursaut d'orgueil, ils sont capables de le gâcher avec une faute flagrante alors qu'ils sont à 5 mètres de la ligne, puis une pénalité directement en ballon mort. C'est vraiment décevant du côté de l'Italie. Et par contre, la France, elle est propre, quoi. La France est très propre. Effectivement, Julien Thomas. Mais la France est propre, la France met en place quand même son système, a tenu le ballon rapidement, qui a imposé vraiment ses assauts offensifs. Et c'est là où ils ont trouvé des failles, notamment dans les couloirs, avec des barrés bien sûr, avec Penaud. Le fait de casser aussi les plaquages, de passer les épaules, de passer les bras, de jouer un peu plus debout, d'avoir des rucks très rapides. C'est là où les Français ont bien mal la défense italienne. Et après derrière, les Italiens ont montré quelques ressources. Ils ont montré quand même dès qu'ils ont tenu une longue phase de jeu, peut-être des failles. Sauf que la fébrilité, la non-confiance après ce match de la Nouvelle-Zélande, tu reprends la France quand même qui est revenue sur le devant de la scène mondialement, tu as de gros morceaux et tu sens cette non-confiance italienne qui ne leur permet pas de concrétiser, d'avoir des petites fautes techniques, d'aller chercher une touche qui est loupée, etc. Donc c'est vrai que c'est une Italienne fébrile. Adrien Badi, qu'est-ce qu'on note en termes de statistiques pour l'instant dans cette partie entre la France et l'Italie? 31-0, on vous le rappelle si vous nous rejoignez à la mi-temps. Ouais, 31-0 et des statistiques qui ne demandent pas. On a 229 mètres parcourus balle en main pour les Français contre 185 pour les Italiens. Donc là, on n'a pas un écart si important que ça. 58% de possession de balle pour les Français face à 42% pour les Italiens. Et c'est notamment sur les plaquages qu'il y a la grosse statistique. C'est 97% de plaquages réussis pour les Français, 75 plaquages sur 77 réussis et seulement 88% de plaquages réussis pour les Italiens, 83 sur 94. Alors c'est colossal, 75%
75 sur 77 plaquages réussis, donc ça fait 97%. C'est absolument inouï. On a un homme, il s'appelle Charles Olivon, 11 sur 11, Quentin, en première période. Charles Olivon. Ah, mais il est de toute façon, Charles Olivon, il est toujours impeccable avec l'équipe de France, mais cette stade de rien manquer, ça prouve aussi que l'équipe de France est bien dans son match, bien concentrée. Il n'y a eu qu'une seule situation finalement pour les Italiens, c'est cet essai refusé sur la faute sur Lucu, mais sinon ils n'ont pas existé en première période, et notre défense y est pour beaucoup, et aussi le fait de choisir de ne pas laisser le ballon aux Italiens. Les Français ont quand même beaucoup conservé le ballon, je l'ai trouvé dans cette première période, plus même que d'habitude. Ouais, peut-être effectivement. Julien Vert, Julien Thomas, les deux Julien. Un mot sur cette charnière italienne, parce que si la France arrive autant à être efficace au plaquage, Adrien Badin le disait, 97% de réussite, c'est aussi que pour la défense française, le jeu italien est facile à lire. Il est sans vitesse, sans percussion, parce que j'ai l'impression que cette charnière Varney-Alan, elle est vilaine. Julien Vert, Julien Thomas, je suis désolé, j'ai pas d'autres mots, mais Julien Vert, quel est ton avis toi des tribunes? Des tribunes, j'avais l'impression que Varney était plus complémentaire avec Garbici sur les dernières sorties, et en fait il y a toujours ce problème finalement de vouloir absolument jouer avec ces trois talents derrière, Capiozzo, Garbici et Alan, et jamais vraiment trouver la bonne articulation, parce qu'on sait que quand Capiozzo est à l'aile, c'est moins bien quand il est à l'arrière. Voilà, on tâtonne encore finalement, j'ai l'impression, du côté de l'Italie, et oui, Varney, Alan, ils sont en difficulté. Après, forcément, il joue moins dans l'avancée que la charnière d'en face, où c'est vrai que ça déroule beaucoup plus du côté français, bien sûr. Effectivement, Julien Thomas, sur cette charnière italienne. Ouais, c'est exactement ça, mais c'est surtout une ligne de trois quarts quand même italienne, un peu plus expérimentale, c'est-à-dire Garbici à 12, il y a quand même Alan en 10, Varney, Capozzo à l'arrière. Donc Garbici joue 12 avec Montpellier souvent. Oui, il joue 12, complémentarité bien sûr, 10-12, mais j'ai l'impression qu'ils s'attendaient, ils veulent une stratégie française de dépossession, donc prendre des coups de pompe dans le troisième rideau italien, etc. Et en mettant Alan, Garbizi, Capozzo, qui ont quand même Alan, surtout Garbizi, des bons jeux au pied pour réinverser une pression. C'était une stratégie un peu italienne de vouloir réinverser, sauf qu'ils se font prendre sur le fait que parfois les Français gardent le ballon justement et ne sont pas forcément que dans la dépossession, et donc du coup défensivement ce ne sont pas quand même des grands défenseurs. Tu mets 2-10 sur le terrain, 10-12, donc c'est pas la même côté italien. On prend la direction de la fan zone Sud Radio au cœur du village Saint-Germain. Antoine Mazère, comment a été vécue cette première période par les supporters des Bleus? Ouais, rebonjour Alexandre, ici l'ambiance elle est complètement folle. Toute la rue Guisard est bouchée de monde, et on a vu les supporters exploser de joie dès la première minute avec cette première essai de Damien Penaud, et après ça a été la déferlante sur les essais français. Je suis avec Stéphane. Stéphane, la France mène largement à la mi-temps. Est-ce qu'on peut dire qu'on a déjà un pied en quart de finale? On a déjà un pied en quart de finale, après faut confirmer en deuxième mi-temps, mais on a un beau public ici à rue de la Soif, rue Guisard, rue Princesse, tous les Français poussent avec nous et on vit un moment extraordinaire. Voilà, on va aller en quart et on sera avec vous sur le quart de finale. Voilà, et on passe un super moment. Antoine Mazère, ne serait-ce pas Stéphane Rouault de Green World Team? Et il a du boulot ce soir, Green World Team. Oui, c'est Stéphane Rouault de Green World Team. Il a énormément de boulot, mais il voulait quand même saluer Sud Radio, parce que Sud Radio justement sera là la semaine prochaine du côté de la que va faire ce soir Green World Team, Antoine? C'est important de le signaler. Green World Team. Alors ce soir, Green World Team récupère les mégots et tous les déchets dans la rue, parce que la troisième mi-temps elle est responsable, le rugby il est responsable, et voilà, on a vu les Japonais nettoyer le stade, on a vu les Toulonnais nettoyer le stade, voilà, donc c'est notre petit message. Si chacun met un petit peu la main à la pâte, ça va aller, et on va passer la transition écologique avec la Coupe du Monde. Et ça c'est beau, voilà, c'est beau Antoine Mazère. Qu'est-ce qu'on attend de cette seconde période de ton côté? Ouais, on attend toujours plus de monde, on attend toujours plus de fêtes, toujours plus d'ambiance, et maintenant que entre guillemets le succès de l'équipe de France commence à se dessiner, commence à voir la perspective des quarts de finale, on va faire la fête jusqu'au bout de la nuit, Stéphane. Oui, tout à fait. Alors on a des petits bars, le pouce au crime,
On a des joueurs qui sont là pour nous aider à aller jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Et je vais emmener votre présentateur de Sud Radio avec nous. Oh là là. On le retrouvera. On fait un petit direct à 5h du mat. Ça peut être sympa. On va le retrouver dans Merci beaucoup Antoine, bon courage. Bon courage. Ah bah oui, c'est très très bon la soupe à l'oignon, on adore ça sur Sud Radio. Alors on se retrouve dans un instant pour la seconde période entre la France et l'Italie. À tout de suite. On est du côté de Lyon, on est partout sur Sud Radio, sur la chaîne Twitch de Sud Radio, sur l'application Sud Radio et sur la bande FM, le DAB+, partout dans le monde, partout en France, pour vous parler de rugby, pour vous compter ce match entre la France et l'Italie. Julien Vert et Julien Thomas, le mot de la fin de cette mi-temps, de cet espace de 15 minutes pour se reposer. Julien Vert, qu'est-ce qu'on attend de cette seconde période? Faut-il reposer les cadres? Question qui appelle une réponse rapide malgré l'étendue du sujet quand même. Toujours difficile de reposer les cadres, oui, pour éviter les blessures, c'est ça la réponse. Oui, ils peuvent, 10 minutes, allez, 10 minutes, dans 10-15 minutes et après c'est bon. Voilà, donc c'est ton avis, Julien Thomas. Ouais, reposer peut-être des cadres, mais non, pas forcément, c'est pas ça, c'est donner du rythme justement au cadre, retrouver cette connexion que nous avons eu la première mi-temps, un peu dans la fatigue, donc on en aura besoin pour le quart de finale, mais surtout peut-être la stratégie qui va arriver sur le quart de finale avec François Cross qui peut jouer sur le centre, donc on peut se permettre, s'il y a un score qui tient encore avec un devant considérable, de tenter des choses côté Fabien Galtier pour voir ce que ça donne. Merci beaucoup Julien Thomas, merci beaucoup Julien Vert en direct de Lyon. Pour l'après-match jusqu'à minuit, hein. T'as fait ton petit café ou quoi là? Parce qu'il faut tenir Julien, toi qui es un couche-tôt. Tant qu'il y a des matchs de rugby et qu'on parle de rugby, ça fait plaisir. Ah bah oui. Alors que quand il n'y a pas de rugby et qu'il y a la fiesta, tu te couches pas si tard toi Julien? Non, moi je n'y participe pas dans ces cas-là, Alexandre, tu le sais très bien, contrairement à toi. Bien sûr, tout à fait. Allez, à tout à l'heure Julien, on est ensemble jusqu'à minuit sur Sud Radio. Merci Julien Vert. À ton micro tout à l'heure, les supporters de ce magnifique stade de Lyon. On retrouve Nicolas Delage et Daniel Herrero. Sont-ils prêts? Je crois que c'est en train de se mettre en place. Ils sont en train de s'installer. Ouais. Ils sont en train de s'installer. Quentin, oui. Faut-il reposer les cadres? En fait, j'étais en train de réfléchir. Moi, je me disais par exemple, est-ce que le dit Vincent, hein, est-ce que ce serait pas malin, par exemple, là, de faire reposer un Jalibert? Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne vraiment sur le banc pour remplacer Jalibert, parce que oui, mais Thomas Ramos, moi, je le ferais bien souffler aussi, tu vois. Parce que pour moi, c'est des joueurs qui sont nécessaires, qui se pètent. Donc oui, mais on va pas mettre Jaminet en 10, si. Il a déjà joué en 10, hein, mais c'est pas non plus moi j'aimerais bien voir Thomas Ramos et Jalibert souffler, et puis aussi pour les préserver d'une blessure, parce que je pense que ça pourrait coûter très cher. Par exemple. Est-ce qu'il faut faire des changements anticipés pour protéger les joueurs, ou miser sur la continuité, sur la préparation du quart de finale, Daniel Herrero? Daniel qui est en train de remettre le casque. Daniel, la question c'est, est-ce qu'il faut faire des changements maintenant pour essayer éventuellement anticiper sur des quarts de finale et pas subir ce que l'on a en tête avec Dupont et la Namibie? Oui. On se demande si avec un score d'une telle ampleur, la trentaine de points à la mi-temps, il y aurait quand même une légitimité à peut-être des rotations, donner des temps de jeu à des joueurs qui sont susceptibles quand même d'être rentrants. Je pense en l'occurrence peut-être au demi-mêlée, peut-être à Gabin Villière, peut-être à Dorian Aldeguiri, tu vois, c'est-à-dire à les faire rentrer assez tôt, ou alors effectivement peut-être préserver un ou deux joueurs dont tu te dis quand même, cela il faudra pas tu vois, Damien Penaud, on serait content s'il en marque un de plus, mais on serait quand même pas très content s'il finissait boiteux. Voilà, je crois qu'ils vont rester, nos coachs, ils vont rester sur l'allure classique de leur coaching. Ils vont rentrer dans le 5 de devant bientôt à la 45e ou la 48e minute ou à la 50e minute, 3 ou 4 joueurs, et il se peut que derrière ils soient dans la préservation de ou Mathieu Jalibert ou peut-être même totalement la période de demi. En tout cas, il n'y a pas de changement puisque les équipes sont revenues. Rien n'a bougé, ni chez les Transalpins, ni chez les hexagonaux. Je vous rappelle le banc. Daniel, il y aura en première ligne sur le banc des remplaçants Bourgarit, Vardy, Aldeguiri. Il y aura Romain Tao, Fifenois pour la deuxième ligne. Troisième ligne, François Cross. Il y aura également le demi-mêlée, Baptiste Couillou. Le centre, Yoram Moefana qui peut faire l'aile également. Et enfin l'arrière, Melvin Jaminet. Oui, pas de Villiers aujourd'hui.
Oui, c'est moi qui fais une maladresse d'analyse. Est-ce que Capozzo est revenu? Non. Il est sorti définitivement, Capozzo, alors. Non, c'est une très bonne remarque parce qu'effectivement il est sorti sur protocole commotion 10 minutes avant la fin de la période. Il a toujours paniqué en position arrière. Les mots de Fabien Galtier à l'instant auprès de Christian Califano, l'intervieweur, ancien grand joueur de TF1, il nous dit on a sorti la première mi-temps qu'on voulait. Maintenant il faudra plus d'intensité, redoubler d'intensité sur les bases et l'agressivité en seconde période. Oui, ma foi, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il trouve qu'avec 31 points, on n'a pas encore sorti les dents comme il faudrait les sortir. En d'autres termes, l'impact, la tonicité, l'agressivité, la flamme du match. Tu dois maintenir au match un rythme haut, une intensité. Ne vous laissez pas endormir par le niveau médiocre de match. Une touche pas trouvée par Mathieu Jalibert. Médiocrité, justement. Oui, alors ça par contre, oui, ne tombez pas dans des approximations stupides. Voilà, tu vois, non, faites gaffe, restez à mon sens dans votre j'allais dire organisation classique, celle qui fait que vous avez 30 points et 4 essais dans l'escarcelle et que vous aurez pu en marquer un ou deux de plus. Alors ça, gardez-le, et me semble-t-il qu'il a dû dire passez au niveau un peu supérieur dans l'intensité. Il faut que nous arrivions à construire en pétillant, en explosant, tu vois, j'allais dire, en leur montant dessous sans leur faire la misère, quoi. Non, par la qualité de la construction et la vitesse collective. Alors ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que Mathieu Jalibert avait une pénalité à 40 mètres, il a cherché la touche à 5 mètres, et non, il a mis en ballon mort, et loin en plus, pas à 1 mètre. Non, il s'est planté. Bon, on est sur une mêlée, c'est la première de la seconde période. 31-0, on vous le rappelle, 4 essais pour l'équipe de France. Bon, autre balourdise, voilà, les Italiens qui viennent de récupérer miraculeusement une mêlée parce que Mathieu Jalibert avait manqué la touche. À la sortie, il joue la mêlée, et je sais pas pourquoi, Varney, il s'est laissé aller, soit il a introduit balourdement, l'arbitre donne un bras cassé, et les Français rechoisissent une mêlée, mais cette fois-ci elle est introduction bleu de France. Nous sommes à la 42e minute et nous sommes dans le rond central quasiment. On vient de commencer cette seconde période effectivement sur Sud Radio. Dernier match du premier tour, on le rappelle, en ce qui concerne les Bleus à une semaine des quarts de finale. Il me semble qu'il peut y avoir aussi chez Fabien Galtier, enfin si c'est pas chez Fabien Galtier, on peut l'avoir chez nous, l'idée qu'il faudrait que nous trouvions un peu de fluidité, ouvreur et deux centres, qu'on trouve une fluidité dans la construction, ouvreur, deuxième centre, arrière intercalé. Tu vois là, on a bien quelques schémas, et il nous manque une construction à ce niveau-là. C'est vrai. Pénalité pour l'équipe de France sur cette mêlée fermée. Ouais. Deux changements à venir côté italien, la rentrée de Fusco et de Zuliani. Ouais, ça concerne le poste de 9 déjà. Ça, c'est le poste, et troisième ligne, Zuliani. Ouais, Zuliani, c'est une troisième ligne, un gaillard effectivement, et Fusco, c'est aussi un avant. Alessandro Fusco, cette fois la pénalité, il a bien trouvé la touche, appliqué, bien assuré. Il aurait pu l'envoyer à la main parce qu'il envoyait à 10 mètres devant. Donc il a choisi une sécurité presque suspecte, Mathieu Jalibert. Lancé à venir pour Peato Movaca. On est dans les 22 mètres, mais le changement va intervenir maintenant. Le double changement d'ailleurs, avec la sortie donc du numéro 9, Stéphane Varney. Il est remplacé par Alessandro Fusco au poste de demi-mêlée. Et puis Fusco, Fusco. Alors qu'est-ce qu'il fait, Varney? Varney il sort. Il laisse sa place à son demi-mêlée. Alors, on a la rentrée dans la foulée. Donc Fusco, et on a la rentrée de Zuliani comme prévu. Oui, mais il fait sortir Lamaro. Et alors Lamaro, le capitaine en titre, il comprend rien. Alors le capitaine est sorti, étonnant effectivement. Il comprend rien. Il est estomaqué, cher. Bon. Il est entre les nerfs dangereux et l'abasourdi. Alors que du côté de l'équipe de France, Aldeguerri va rentrer dans quelques instants. Voilà, ça ce sera probablement pour épargner. L'image est hallucinante de Lamaro. Ah oui. Elle est hallucinante. Oui, parce qu'il y a ces deux sentiments mêlés. Un, la surprise. Deux, l'incompréhension. Et 3, une colère de fond peut-être dévastatrice. Et on rappelle, c'est le dernier match de Kieran Crowley, probablement à la tête de l'Italie. Certainement, puisque le contrat de Gonzalo Quesada il commence au 1er novembre, tout comme pas mal de contrats de prochains staffs, comme celui de Laurent Sampéré par exemple pour l'équipe de France. Allez, rentrée de Taoufé Fenois et de Aldeguerri. Ouais, ça doit pas leur faire plaisir aux Italiens de voir arriver ces deux grosses caisses comme ça. Mais il y a quelque chose, Crowley, c'est pas l'entraîneur italien. Alors ça, pour moi, c'est un bon coaching. Thibaut Flamand et Willy Antonio qui sortent. Voilà, ça c'est deux hommes de base du centre de devant. Deux hommes de base. Vraiment. Et là, ils sont tous les deux préservés. On les met dans le format, ou plutôt on les met sous cloche.
On va aimer Frigo alors que ça repart vite avec le premier ballon pour Gaël Fickou dans cette seconde période. Lucu, non, il est gêné, pénalité pour l'équipe de France au pied des perches à 7 mètres. Un très joli mouvement après cette touche trouvée par Mathieu Jalibert. Nous étions à 18 mètres, un fond de touche, une circulation avec une rotation dans le joueur pilote, c'est-à-dire dans l'alignement de touche, rotation. On envoie, me semble-t-il, Grégory Aldrit encore une fois en percussion. Ça vient mourir à 5 mètres sur les poteaux italiens. Un Italien hors jeu. Les Français qui ont une pénalité choisissent la mêlée ordonnée. Rendez-vous des rustiques, rendez-vous des généreux. Là, les deux rentrants, tu imagines, Dorian Adlegueri et le big de Tao Fifinua sont assez déterminés à montrer qu'ils sont frais et gaillards. Ça peut faire mal dans l'axe droit, effectivement, de cette mêlée fermée au pied des perches à 6 mètres. Introduction Lucu. Donc quelques instants après cette nouvelle faute, c'était une pénalité, un geste fort, ils ont choisi. Donc la pénalité, on rappelle les marqueurs d'essai, doublé de Penaud, 2e et 38e minute, Bielbiarré à la 13e, essai de grande classe, et enfin Thomas Ramos à la 22e minute. Voilà les 4 essais français, 31-0, pas de points encore dans cette seconde période. Mais les propres, ballon dans les pieds. Lucu qui attend que les avants fassent le travail, ça sort essai Aldrit finalement, mais tout de suite il est pris. Il a ramassé la mêlée, n'était pas souveraine, elle avait quand même, attention, c'est reparti côté. Avec Jelonche. Avec Jelonche, il est à 5 mètres. Jelonche, il est pris, Lucu qui peut l'éjecter, toujours dans le trafic avec Charles Olivon qui bascule. Il est limite de faire un soleil, pas Tomovaka, à 4 mètres maintenant, il avance, il libère vite avec Cameron Woki qui essaye d'avancer lui aussi, il y a du monde ici. On est quasiment sur la ligne de but des Italiens, attention ballon maintenant. Jelonche à 3 mètres, à 2 mètres, ballon qui sort pas très vite. Olivon qui remet le coup de casque dans l'axe mais qui recule un peu, il n'était pas face à l'adversaire. Peato Movaka, c'est reparti avec Cameron Woki toujours bloqué à 5 mètres, ça manque de dynamique là. Ça manque de joueurs lancés, on sort pas vite les ballons et la défense italienne est en place. Lucu avec Jalibert sur un pas. Jalibert sur un pas. Jonathan Danty qui perd la balle. Gaël Fickou qui croise avec Greg Aldrit. On est toujours à 5 mètres, légèrement décalé vers la gauche par rapport aux perches quand on regarde l'attaque de l'équipe de France. Et peut-être Tao Fifinua qui lève ce ballon. Non, il est pris. Ils ont reculé. Ils sont à 6 mètres maintenant les Français. Lucu peut-être ici avec Olivon. Mathieu Jalibert qui a hésité avant de faire la sautée. Finalement, il va y aller tout seul. Brillant. C'est Mathieu Jalibert. On l'attendait, c'est le 5e. Brillant. Les Français qui pilonnent et qui avancent pas. Les Français qui tamponnent et qui reculent un peu. Les Français qui cartonnent et qui arrivent toujours pas à trouver de la faille. Et puis à 5-6 mètres de la ligne, un ballon qui sort bien. Mathieu Jalibert, une petite combinaison. Il a un soutien d'un centre, me semble-t-il. Fickou pas très loin. Et à la sortie, Mathieu Jalibert, il prend un intervalle à gauche, à droite. Les Italiens sont un peu, ils sont un peu désemparés. La défense italienne, je suis désolé, Daniel, la défense italienne, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est Brex qui coupe là, qui anticipe. Oui, parce qu'elle elle monte en dents de scie, elle monte sans appétit en plus. On utilise les métaphores pour dire que leur ligne n'est pas compacte et que leur agressivité vers l'avant n'est pas totale, loin de là. Et Mathieu Jalibert, il se faufile à gauche, à droite, il reste lucide, il voit la ligne, il fait un appui du genre crochet et il va marquer quasiment en marchant. Mathieu Jalibert, auteur donc du 5e essai de l'équipe de France. 36-0 et peut-être 38. Il reste sur un raté. Thomas Ramos, c'est rare dans cette Coupe du Monde. Il a déjà raté un coup de pied par-ci, un coup de pied par-là. Jamais plus d'un coup de pied entre les perches dans chaque match. Là, il est au-delà des 22 mètres et il va passer 2 points de plus. Ça fait 38-0 pour les Bleus qui continuent leur envol dans ce match. Oui, effectivement, qui continuent leur marche dans le même esprit, dans la même allure. Alors là, les Français, par exemple, sur cette série qui les amène donc à cet essai de Mathieu Jalibert, on a vu la volonté de les dominer devant, de les dominer avec la puissance de nos avants. 1 sur la mêlée fermée, pas radicalement réussi. 2 sur une série de regroupements qu'on en appelle des rucks, c'est-à-dire point de fixation, ramassage, point de fixation, ramassage. Les Français pas très performants, ils n'ont pas reculé, mais ils ont un peu reculé, ils n'ont pas franchement avancé. Et a-t-il fallu une combinaison derrière autour de Mathieu Jalibert, de l'ordre de l'exploit. Mathieu Jalibert se faufile totalement dans la défense italienne, un peu perdue, et à la sortie, les Français marquent un bel essai. Là, ils sont dans leurs 22 mètres, un point de fixation avec un jeu au pied à venir ou de Jalibert ou de Lucu.
Allez, Lucu qui continue, peut-être il maîtrise un peu de profondeur. Mathieu Jalibert, il a 10 mètres de son embut et il tape loin, fort, et c'est intercepté par Ioanné. Mon petit Ioanné qui a 10 mètres d'avance pour une fois, pour essayer de chercher avec des appuis un trou. Non, il s'en mêle les pinceaux avec ses coéquipiers, notamment Pani. Ouais, là ils reculent les Italiens, mais enfin bon, ils perdent pas la balle. Ballon toujours pour les Italiens qui essayent de construire un peu avec des avants ma foi assez dynamiques. Là si le ballon sort vite c'est un peu plus dangereux, mais ça sort pas très vite. Avec ça c'est pas mal, ça c'est mieux même. Ça c'est très bon, ça c'est plutôt bon, ça c'est jeu de passe intercepté par Thomas Ramos. Dommage, la dernière passe était mauvaise, mais la circulation était plutôt bonne et même je vous dirais que cette circulation latérale italienne un peu avec de la difficulté à redresser les courses dès qu'elle chasse un peu vers les extérieurs, elle était plutôt bonne, même presque leur meilleure depuis le début du match. Et on va reprendre par une touche. Les Italiens qui ne voient pas le bout de cette semaine terrible, ils ont pris 96-17 contre la Nouvelle-Zélande et là ils sont à 38 à la quarantaine quasiment. Nous jouons à peine la 50e minute. Il reste encore une bonne demi-heure. C'est long et c'est lourd pour ces Italiens. Les Français ont revigoré un petit peu, ont retonifié notre scène de devant avec la rentrée de Dorian Aldeguerri et Sébastien Taofi-Fignon, non pas Sébastien le grand Tao, Romain, et à la sortie les Français ballon derrière avec Gaël Ficou qui passe à gauche, qui passe à droite et qui va au point de fixation. Et pénalité pour l'Italie. Au départ cette touche elle avait été contestée par les Italiens, mais le ballon revenu dans les mains françaises sur Sud Radio. 38-0, pénalité là au centre du terrain pour l'équipe italienne qui vont taper vite les Italiens directement en touche. Ils vont avoir lancé dans les 22. Est-ce que Ange est toujours pas rentré, Ange Capioso, alors où il y voit plus rien, ou ah non c'est fini là, ou alors le temps du protocole de commotion étant dépassé, c'était la 30e de toute façon, donc oui ça fait 15 minutes là. Et donc il est considéré comme étant définitivement au repos. Oui, soit il n'a pas répondu favorablement au protocole commotion, ce qui est étonnant, ça nous semblait être un coup simple à l'œil, soit il y a eu coaching aussi à la mi-temps, pourquoi pas. Kylian Crowley a fait quelque chose d'assez étonnant tout à l'heure en sortant son capitaine Lamaro. Mais ça peut être un signe, ça veut dire que Crowley qui sait qu'il va partir lui, il montre aussi peut-être qu'il n'est pas des plus satisfaits de son capitanat sur le terrain. Tiens, le ballon porté qui s'organise pour les Italiens avec la sortie pour Garbisi, Brex maintenant. Pas mal. Et ça se passe devant les perches à 10 mètres. Les Italiens qui libèrent très vite. Là, ils ont retrouvé de la dynamique et surtout des ballons qui sortent très vite dans cette seconde période. Et le ballon qui est chippé par Galficou. Il manquait le relayeur, il manquait le demi-mêlée. Et peut-être qu'il s'est avec Thomas Ramos. Et finalement, le ballon de Liu Bielbarré, il a préféré le petit coup de pied. Le sentait pas en vitesse pure. C'est dommage. Ça c'est dommage. Il y avait 4 Français. Il n'y avait plus qu'un Italien. Bielbarré se sépare de la balle. L'Italien en repli arrive et donne les pénalités pour la France. Le public crie de satisfaction, mais c'est pas très bien joué. Les Italiens étaient en pilonnage, les Italiens étaient à 10 mètres de notre ligne, ils perdent la balle. C'est joué vite. Ce ballon pour Cameron Hawkins, non, finalement. Autant pour moi, l'arbitre finalement n'avait pas laissé jouer vite. D'accord, alors on récapitule le bon mouvement italien. Ils étaient en train de construire à 10 mètres de notre ligne, ils étaient toniques, ils étaient incisifs, ils avancent de 5 ou 6 mètres, ils sont à 5 mètres de notre ligne, le ballon sort mais il n'y a pas de demi-mêlée. Le ballon sort, il n'y a toujours pas de demi-mêlée. Et là c'est Gaël Ficou qui le ramasse, il a 90 mètres à faire, il n'a plus personne, il avance, il fait 5 ou 6 appuis, on arrive aux 40 mètres, on donne à Louis Bielbarré et lui il a 60 mètres à faire pour les marquer, mais il n'a qu'un Italien, mais il gambille. L'Italien qui est en face de lui, il me semble-t-il que c'est Bruno, et il va vite et il n'arrive pas à le prendre de vitesse. Et donc il voit pas trop, ou il se soucie pas trop, Louis, qu'il a des partenaires à l'intérieur, 3-4 Français qui avancent, il donne un petit coup de pied de rasant, mais les Italiens arrivent à faire avorter cette situation. Pénalité pour la France, Mathieu Jalibert tape en touche, 5 mètres de la ligne, lancé à venir pour les Français. Et toujours pas de coaching au niveau du talon et du pied gauche. On rappelle que Winnie Antonio a été remplacé tout à l'heure par Aldeguerri. Et on va avoir une touche à 5 mètres pour Peato Movaca. Il temporise un peu le coaching quand même, Fabien Galtier, là, non? Ouais, là on attend, là nous sommes à la 52. Il devrait y rentrer encore un avant ou deux, peut-être. Il y en a déjà 2 qui sont rentrés. Attention, là on a choisi milieu d'alignement, Moll à l'ancienne. Ça vient Movaca à 5 mètres qui récupère ce ballon. Il va laisser échapper pour marquer le 6e essai. Il n'avait que 5 mètres à faire et comme à son habitude, il s'échappe seul. Il s'échappe seul. Mais quand il voit la ligne, il est quand même très, très robuste et très gaillard. Le Moll est propre. Les 8 Français quasiment, les 8 avant français sont en place, poussés. Peato Movaca en position de guideur, de gouvernail de ce Moll.
il avance. Quand il voit que le Mol n'avance plus, 5 mètres dans la ligne, ça ne lui fait pas peur. Il démarre seul, il n'y a pas un soutien des avants, mais il n'a qu'un adversaire italien sur la ligne. Il marque, c'est Alan, et Alan ne fait pas le poids par rapport à Peato. Peato plonge dans l'embut, marque son essai traditionnel de talonneur. Un peu goulu de Mol et goulu de la ligne. L'essai est joli, il est marqué par Peato Movaca. Et là nous passons le cap de la quarantaine. 43-0 avant la transformation. Là il rentre un gros paquet des Français, quasiment tout le paquet d'avant. Ouais, effectivement, on voit le changement. Peato Movaca va terminer son match sur cet essai, remplacé par Pierre Bourgarit. Remplacement également de Charles Olivon, Max Lucu. Le capitaine est préservé, de sûr. Charles Olivon préservé. Voilà, rentrée de François Cross. Et c'est qui? Cyril Baye aussi. Couillou qui va rentrer. Oui, Cyril Baye est sorti, remplacé par Reda Vardy. Et le grand Cameron aussi. 2 points de plus signé Thomas Ramos. Ça fait 45-0 après cette nouvelle transformation. Allez, 45-0, c'est évidemment très lourd. Il faut rentrer dans la gestion maintenant. Gestion de quoi? Bien du quart de finale. Parce qu'on rappelle qu'en terminant premier, les joueurs de l'équipe de France, notez-le, joueront un quart de finale dimanche prochain à 21h au Stade de France. François Cross est rentré, non? Oui, à la place de Charles Olivon. À la place de Charles Olivon, effectivement. François Cross, 3e mignel, remplace le capitaine de Charles Olivon, 3e mignel, et Reda Vardy est rentré à la place de Cyril Baye. A priori, il ne reste sur le banc que Yoram Moefana et de Melvin Jaminet. Voilà, et il reste quand même 25 minutes à jouer. Ouais, je pense qu'il attend encore 7-8 minutes pour faire rentrer un des deux. Je pense que Melvin Jaminet prendra la place de Thomas Ramos. Allez, Panique essaie de relancer ce ballon. En tout cas, on a un nouveau demi-mêlée. Je vous rappelle, Baptiste Couillou à la place de Max Lucu. 45-0, 56e minute sur Sud Radio. Les Italiens qui ont toujours autant de mal à respirer et qui ne sont pas très justes ni précis dans leurs offensives, à l'image de celle-ci qui finit en touche. Là, ça perd du niveau. Les Italiens essayent de faire quelque chose avec la balle, mais ça devient très approximatif. Et d'approximation en approximation, c'est tout le niveau de jeu de cette équipe d'Italie qui était déjà pas très haut, qui se délite maintenant alors que nous jouons après bientôt l'heure de jeu, et ça risque d'être long effectivement les 20 dernières minutes. Nous sommes là au milieu de la seconde mi-temps. Les Italiens ils sont pas franchement fantomatiques, mais ils tiennent pas beaucoup entre eux, ils tiennent pas beaucoup en gaillardise, ils tiennent pas beaucoup en construction, et donc ils subissent beaucoup. Et les Français répètent. Voilà. Avec Reda Vardy, effectivement, il répète face à une Italie qui n'est jamais vraiment rentrée dans le match, qui n'a jamais vraiment été au niveau auquel on l'attendait. François Cross avec Greg Aldrit, et c'est Couillou qui peut relancer. On est au niveau du milieu du terrain avec Mathieu Jalibert, la profondeur pour Thomas Ramos, avec Del Biarri en position de centre, pas sur un pas Damien Penaud finalement dans les guibolles de Pierre Bourgarit. C'est en touche. C'est dommage parce que là il y avait vraiment un gros surnombre. Nous étions sur une situation bien construite par les Français, donc là c'est une répétition. Je vous disais, il nous manque un peu quand même de fluidité à l'heure actuelle entre ouvreur et les deux centres, c'est-à-dire Mathieu Jalibert, Jonathan Danty et Gaël Ficou. Ça manque un peu de fluidité. Là on vient de voir un mouvement qui pouvait répondre à cette interrogation-là. Il était plutôt propre, d'autant que Damien Penaud était en position de 3e centre, et il rentre bien sur la base. Damien Penaud, la dernière passe aurait pu être décisive, mais il la met à l'arbitre de touche. Directement en touche, alors qu'on a un nouveau changement. C'est Canonné, le deuxième ligne italien, qui est remplacé par David Sissi. Nicole qui rentre qui quitte, et c'est Sissi qui rentre en seconde ligne. Allez, la touche justement avec peut-être Sissi. Non, c'est finalement la prise de balle de l'autre deuxième ligne, Ruzza. Et le ballon qui reste dans les mains italiennes. Ils sont dans leur camp, 40 mètres devant leur perche, les Italiens, avec Ferrari et Ceccarelli, les avants qui passent par le sol. Ah, c'est mieux. Avec Brex toujours. Ouais, Brex c'est à l'ancienne un peu, il va au défi physique. Les avants italiens arrivent un peu plus lancés, c'est donc un peu plus dangereux. Pour l'instant, les Français tiennent bien, ils sont en place, ils sont pas en danger. Les Français, là ça part à gauche, ça part à droite, ça revient, là c'est pas très très bon. Là il y a une bonne circulation, les Italiens s'y vont jusqu'au bout. Il y avait un petit surnombre, mais ils sont bloqués au mieux, ils reviennent, renversement. Avec Fusco, il continue de jouer à la main, des passes rapides, mais qui ne gênent pas la défense plutôt attentiste et concentrée de l'équipe de France. À l'image de ce plaquage là d'Aldegheri. Ils avancent de quelques mètres, les Italiens, ils ne sont pas encore à la médiane, donc la route est longue encore, avec ses bras passés par Fusco et Pani, le numéro 23. C'est toujours dans l'entre-deux jeu de 40 à 40. Les Italiens dans leur camp, 40 mètres de leur ligne, varient à la sortie, de passe en passe, ça n'a pas avancé d'un mètre. Allez. Et Fussi a renvoyé le ballon dans les pieds ou dans les mains de Jalibert. Jalibert va chercher sur l'extrémité Damien Penaud. Damien Penaud qui a du champ devant, il élimine le premier défenseur, il est pris un petit peu haut par le callback, et finalement il se fait arracher le ballon par Juan Ignacio Brex. Ah oui, qu'il a arraché proprement le ballon, un vrai arrachage. Ah là là, les Italiens, non, ils sont encore une imprécision. Très imprécision.
Montillon et peut-être le petit coup de pied à suivre. Finalement, ce ballon reste au sol avec de la chance pour l'Italie, avec leur maillot blanc qui vont s'être maculés de terre, même si là c'est un temps sec aujourd'hui. Ils sont beaucoup passés au sol, ils ont beaucoup subi et ils continuent. 59e minute sur Sud Radio, 45-0 et c'est plutôt improductif cette possession italienne, pas de faute. Ah ouais, zéro danger pour le 15 de France, zéro danger pour la défense des Bleus qui est en place, qui attend, qui va même pas trop les chercher, qui n'est jamais mise dans une situation d'infériorité numérique. Les Français maîtrisent par leur qualité défensive ces attaques italiennes qui sont pour l'instant pas très très belles. Et là par contre une belle récupération aérienne. On n'a pas été trop sollicité dans l'aérien. Les Français sont très corrects dans ce secteur du jeu, mais là c'est les Italiens qui récupèrent la balle. Et la pénalité pour l'équipe de France parce que le contre-attaque a été magistral après la prise aérienne de Pierre Bruno. Il y avait 2 avants français qui sont venus récupérer ce ballon avec notamment l'impulsion de Bourgarit. Absolu, qui vient de rentrer. Donc qui est tout en fraîcheur. Pierre Bourgarit, il récupère cette balle. Alors qu'on avait vu un joli mouvement, on vous redit maintenant depuis des lustres que les Français jouent peu, construisent peu, partent peu de leur camp, toujours avec une précaution anti-risque on dira. Et là ils avaient fait une circulation dans leurs 22 mètres jusqu'à Damien Penaud. Damien Penaud, il avait donc tout le terrain devant lui, mais il avait aussi un ou 2 adversaires. Il se fait bloquer à 45 ou 50 mètres de la ligne et il se fait arracher le ballon. C'était il y a quelques minutes. Là maintenant l'arbitre vient de donner une pénalité pour le 15 italien. Il a retourné parce que Pierre Bruno a été touché en l'air en fait sur le duel aérien par Thomas Ramos. Bah oui, forcément il jouait le ballon en l'air, sauf que Thomas Ramos n'a pas touché le ballon, il a touché Pierre Bruno. Il a attrapé un peu en l'air. Ramos est un peu battu dans la qualité de l'accueil de la balle ou du recueil de la balle ou simplement cueillir cette balle en l'air, mais c'est l'Italien qui lui prend sous le nez, ça l'énerve un peu et il s'appuie un peu sur l'Italien. Il a une pénalité contre lui, touche pour les Italiens 15 mètres de la ligne de but des Bleus. On rappelle qu'ils sont fanny pour l'instant les Italiens, ils ont cette touche et c'est à 15 mètres. C'est pas mal ce ballon porté. Le ballon est propre, hop, ils sont là. Ils sont obligés de sortir rapidement avec notamment Garbizi, le Montpellierin qui avance. Il a avancé de 7 ou 8 mètres, mais le ballon ne sort pas vite. Ça y est, le ballon est sorti. Pénalité pour la France. Ah là là, M. Crollet a fait l'arbitre là. Grattage Danty. Ouais. Danty est fort pour ça. Il y a 2 types de joueurs qui ont apporté au 15 de France, et en l'occurrence Jonathan Danty, dans le sens du défi physique. Ça, Danty, c'est un petit moment que ça existe, mais quand même cette qualité de grattage comme ça dans ces zones-là, Danty vient de récupérer un très bon ballon. C'est très précieux finalement. Là, c'est la première fois du match, mais c'est la première fois aussi que les Italiens sont dans des situations très lancées qui viennent comme ça à quelques mètres de notre ligne, et Danty, à la fois plaqueur et gratteur. Pour l'adversaire, c'est terrible, Daniel. Il a un bon ballon, il se fait gratter par un 3/4 centre. C'est quand même, je veux dire, en termes d'image, c'est dur. Ouais, puis c'est dur même en termes de construction, parce que si le ballon sort vite, on voit bien que c'était intéressant, et à la sortie c'est une pénalité pour la France. Les Français reviennent aux 50 mètres, ils reviennent dans la zone de construction pour eux. Les Italiens envoient leur dernier remplaçant. Donc je crois qu'ils ont fait rentrer tout le monde, les Italiens. Daniel, c'est terrible ce match, mais j'ai l'impression que c'est Ramos et Jaminet, on vous l'avait dit, on l'avait prévu. Ramos un peu épargné, Jaminet à quelques minutes, comme dirait Galtier, pour nourrir un peu sa condition physique et se mettre un peu en perspective des quarts de finale. Daniel, j'ai l'impression terrible que c'est une session d'entraînement aujourd'hui à haute intensité pour la France face à cette équipe italienne. Oui, ça pourrait ressembler à ça. Entraînement, ça veut dire qu'on répète, qu'on s'applique, qu'on recommence, on n'a pas d'inquiétude du résultat. Il y a quelque chose on cherche encore des progressions par la répétition. Là, c'est les Français. Attention, c'est parti grand là. Bien garé pour le jeu au pied, il a un peu regardé. C'est moins bon. C'est un peu ça. Non, c'est moins bon. On essaye des choses, Daniel. Il n'y a pas la crainte de la défaite là. Oui, mais enfin, ça ressemble à rien. Là, il perd des points, bien vrai. Là, avec ce jeu au pied. Oui, voilà. Là, il se met dans une situation de ligne. Il a un comportement individuel. C'est pas très bon. Le ballon récupéré par Jalibert parce que ça c'est pas très bon, mais c'est logique. La balle en chandelle récupérée devant les 22 mètres, peut-être par Jaminet. Il a heurté un Italien dans les airs. Ballon récupéré finalement par Penaud. La longue passe pour les joueurs français avec Jalibert sur un pas, c'est pas mal du tout, mais cette accélération de Bielbarré finalement peut-être, là-bas il rentre dans les 22 mètres. Il a en face, il a Yohanné qui est quand même un bon défenseur. Bielbarré pour l'instant n'a pas réussi à passer, mais il libère bien son ballon. Ça
repart avec une libération rapide vers le milieu du terrain. Là c'est un peu plus lent. La défense italienne est en place, les Français dans les 22. Jalibert avec Bourgarit, on a vu les cannes aussi de Moefana sur l'action précédente. Il a du jus lui aussi. On est au pied des perches à 22 mètres avec Mathieu Jalibert. La passe pour Damien Penaud, il reprend l'intérieur, toujours aussi difficile à plaquer Damien Penaud. Il a cru voir un trou, il est plaqué par deux joueurs dont Canonnet, le numéro 8. Bourgarit qui récupère, on a 10 mètres seulement au pied des perches. Voilà, le ballon est toujours dans les mains des Français. Couillou attend la balle et les Français avancent 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres. Le ballon est libéré rapidement, ça part dans le fermé, il y a un surnombre. Avec Mathieu Jalibert, la sautée pour l'essai de Moefana. D'un Bordelais à l'autre, il y aura Moefana pour le 7e essai pour l'équipe de France. Et encore une action de grande classe de Mathieu Jalibert. Encore une action, ça bafouille un petit peu dans la construction, les Français. Ils en font pas mal, ils se font des passes, ils cherchent dans le défi physique. Les rentrants apportent de la tonicité. On pense évidemment à Tao Fifinua, on pense même à Dorian Aldeguerri, on pense à François Cros. Ça apporte de la tonicité, mais ça franchit pas vraiment. C'est pas très très dangereux, ça libère un peu rapidement. Et Mathieu Jalibert, là il a une situation avec quasiment un nombre égalitaire, on dira 3 contre 3, mais il choisit la passe longue, la passe quasiment lobée mais assez rapide vers Moefana en position d'ailier. Moefana qui marque, et c'est le 8e essai ou le 7e? Ah, j'ai 7 moi sur mes petites fiches, mais peut-être que tu as raison, je vais devoir vérifier. En tout cas il a du gaz Moefana, il est déjà à hauteur d'une belle percée tout à l'heure. Alors là, remarquable passe également au cordeau, une sautée de Mathieu Jalibert. Ouais, ça c'est les passes, c'est bien le 7e, je confirme. Ouais, c'est le 7e. Alors la passe de Mathieu Jalibert, je vous la rappelle parce que c'est des passes très difficiles, ça. C'est des passes qui doivent aller vite et qui sont en cloche. Et si elles sont trop en cloche, si la parabole est longue, ça met un quart d'heure à arriver, il y a une interception où tu te fais fracasser quand tu la récupères, ou alors il faut qu'elle aille assez vite, ce qui était le cas. Mathieu il saute, il fait une passe, Moefana prend la balle, et Jaminet qui vient de rentrer, il veut montrer à l'ensemble du stade et sans doute à l'ensemble du monde et peut-être même à ses coachs que lui aussi a un pied magnifique. Et il passe cette transformation, et on passe la barre des 50, exactement 52 Daniel 0. Et Nicolas, 64e minute de jeu. À tout de suite sur 52-0 pour les Bleus face aux Italiens. 65e minute de jeu à Lyon avec Nicolas Delage, Daniel Herrero et vous au 0826 300 300. Venez participer à l'après-match sur notre antenne. On est ensemble jusqu'à minuit avec une équipe de France qui donc a fait un choix. Fabien Galtier a fait un choix, celui de maintenir Mathieu Jalibert pour 80 minutes a priori, Nicolas. Ouais, exactement. Il n'y a pas d'ouvreur, hein. Il n'y a pas d'ouvreur remplaçant à partir de là. Sur le banc, il n'y avait que 3 quarts. Couillou, une demi-mêlée pure. Moefana au centre ou à l'aile. Et Jaminet à l'arrière. En tout cas, il reste un quart d'heure, on va voir. Mathieu Jalibert, en tout cas, qui montre qu'il a encore des belles dispositions. Ah oui, absolument. Mais puis, il fait un peu l'inventaire. Alors là, c'est vraiment un inventaire de qualité de Mathieu Jalibert. Là, il a fait un petit par-dessus directement sur son adversaire direct. Il avait Louis Bielbiarré qui était venu en appui en zone centrale. Le rebond n'a pas été favorable. Attention, il y a un petit en avant de Louis Bielbiarré, mais il à venir, je pense, pour les Italiens. Il fait grand beau temps pour l'instant sur la route des quarts de finale pour l'équipe de France. Elle était attendue pour l'instant. Elle y met la forme sur cette victoire écrasante contre l'équipe d'Italie, alors que l'affluence officielle est de 58 102 spectateurs. C'est considérable, quasiment 60 000 personnes, mes collègues, dans ce stade, dans ce dernier match qualificatif pour le 15 de France. 60 000 personnes qui chantent, qui dansent même avec ces phonèmes répétitifs, quoi. Tu vois là, c'est pas très élaboré. Ouais, bon, ça manque un petit peu. Il manque plus que le pilou qui nous arrive derrière, quoi. Tu vois, c'est un truc quand même assez rustique. Mais enfin, bon, tout le monde est debout, tout le monde est content. Et l'équipe de France est satisfaisante. Voilà, c'est génial. Là, c'était un peu la chanson de l'équipe de France de football de 2006 qui a été championne du monde en Allemagne. Non, en 2006 ils sont pas champions du monde, les Français. En 2006 ils perdent contre l'Italie. Ouais. Non, mais c'était la chanson des Italiens. Ah, c'était la chanson des Italiens. C'est la chanson des Italiens en Allemagne sur le titre, justement, avec Cannavaro. On peut considérer que c'est les Italiens et que c'est périmé, quoi. Enfin, voilà. Et donc en l'occurrence, effectivement, ça chambre les Italiens. Voilà. Ça charme un petit peu, bon, ça c'est pas mesquin, mais le stade est beau. Mais par contre, la joie n'est pas débordante. On a la sensation que les Italiens sont quand même quelque part accablés. Ils ont quelque part des lourdeurs sur les épaules, sur leur jeu collectif.
Alors qu'on voit dans les tribunes Yannick Josion, Martin Fourcade également, oui, parce que vous l'avez compris, hein, il y a un peu moins d'intensité, le scénario ne laisse pas part beaucoup de suspense. Donc on s'attarde dans les tribunes. Voilà, quand on ne sait pas quoi dire sur le terrain, on regarde ce qui se passe autour, et là en l'occurrence le public. Mais le public c'est quand même important, hein, parce qu'il chante beaucoup, parce qu'il est plutôt joyeux, 3 parce que quand même il peut avoir encore un assez grand rôle à jouer dans les matchs à venir, quoi. Allez, les Italiens, grand champ peut-être, une action d'envergure avec Ioane au pied. Non, c'est bien pris. Après rebond par Melvin Jaminet l'arrière, oui, qui libère vite. Il a un soutien, ça c'est moins bon, c'est qui ça? C'est Vardy. Ah ouais, c'est Greta Garbo. C'est Greta Garbo, c'est Greta Vardy qui est venu dans le Greta Vardy qui est venu dans le fermé pour une fixation tranquille. Ça part doucement. Avec Baptiste Couillou qui attend le ballon peut-être pour taper au pied. En tout cas, on a clairement, on marque le pas. Pour l'instant, le rythme baisse dans ce match et Baptiste Couillou peut taper très long. Loin pas de devant, volonté de récupération. Voilà, une sortie de camp loin devant, les ballons pour les Italiens qui vont le relancer. Je ne pense pas qu'il y ait un jeu au pied. Hop, c'est parti en défi physique avec Thomas Alan, me semble-t-il. Ouais, Alan qui a pu lancer Bruno. On va aller jusqu'à l'aile droite là-bas, peut-être l'accélération de Pani. Mais Louis Bielbiarré le prend très proprement. Les Italiens continuent à enchaîner du jeu avec une circulation zone centrale. Ils avancent toujours pas. Là, c'est un peu mieux parce que c'est un peu plus lancé. Attention, il y a Penaud qui tombe. Avec Ioane. Il est mis au sol, Ioane. On fait du large. On est complètement à l'extrême gauche de l'attaque italienne. On va repartir dans l'autre sens maintenant avec Garbisi, Paolo Garbisi. Ouais, qui a essayé quand même. Là, c'est pas trop mal. Là, il y a un bel appel dans l'intervalle des Italiens. Ils ont réussi à avancer un peu. Le ballon sort pas. C'est trop long et c'est cuit. Il manque toujours le demi de mêlée. Hein. C'est pas la première fois qu'on voit que le relayeur est absent. C'est le pilier en charge de protéger qui est obligé de s'y coller pour sortir ce ballon. Et il continue en tout cas de gagner quelques mètres par-ci par-là avec ses énièmes temps de jeu. C'est la 9e phase avec l'accélération peut-être là de Morisi. Il est repris finalement par Jaminet à 5 mètres. Le relais de Canonnet. Ils sont dangereux les Italiens. Ils sont à quelques mètres de notre ligne. La défense française un peu sur le reculoir. Les Italiens à 3 mètres. Ils libèrent rapidement. C'est parti vers le grand large mais il y a du monde. Ils sont toujours fainéants. Vous le rappelle, l'énorme plaquage sur David Zizi. C'est pas terminé avec le plaquage de Bielbiaré également qui est venu couper la trajectoire sur Ruzza. Il a bien fait de couper la trajectoire, Louis, parce qu'il y avait un 2 contre 1 à 5 mètres de la ligne. Attention, les Italiens sur leur ligne de but. Les panneaux ici avec Zuliani, essai. Effectivement, à 10 minutes de la fin, ils ne seront pas fanis les Italiens. Manuel Zuliani, autant il y avait eu en première période un essai annulé pour un déblayage fautif sur Max Lucu. Cette fois, il est bien validé. L'essai du numéro 20, le 3e ligne remplaçant Manuel Zuliani. Oui, ça récompense quand même, je dirais, une volonté malgré tout appliquée, j'allais dire, d'enfants souffrants. Les Italiens, ils font quand même, ils souffrent, c'est pas bien bon, ils s'appliquent, c'est un peu piteux, mais quand même ils continuent. Bon, là on vient de voir une assez longue construction qui n'était pas estampillée grande classe, et les Français en défense n'ont plus sorti les dents, sauf sur l'avant-dernier plaquage, très répulsif, mais qui n'a pas été décisif, me semble-t-il, de Pierre Bourgarit. À la sortie, les Italiens arrivent quand même à marquer un essai, ma foi, on dira qu'il est beau, même s'il n'est pas exceptionnel. Au moment où je vois, je ne sais pas si c'est c'est un avion drone, papier. un drone ou un avion papier. Mais... il est magnifique cet avion, il va jusque sur la pelouse. Ah ouais, tranquille, tout le monde le regarde. Personne ne regarde. Il a atterri et le buteur... c'est l'ingénierie lyonnaise. Absolument, on pourrait dire ça. Et la transformation est réussie. Alan, 2 points de plus, ça fait 52-7. Et regardez le chrono, c'était la 71e minute laissée. Et je crois, alors c'est à vérifier quand c'est la première fois que l'équipe de France prend des points dans les 20 dernières minutes dans cette Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'elle partageait avec l'Irlande et l'Écosse jusqu'à présent. Bon, ça on a souligné que les matchs qu'on n'avait pas pris un essai. Ah oui, effectivement, il faut dire que les deux équipes contre lesquelles nous avions joué les 2 dernières fois, encore que les Uruguayens avaient un peu attaqué, mais elles n'avaient pas été très brillantes sur le plan offensif. Les Italiens viennent de marquer un essai, il est pas mal, ils récompensent ce qu'on pourrait appeler un mouvement construit. Ils ont fait des choses, ils ont fait 20-30 passes, 5 ou 6 points de fixation, une circulation vers le bout, 2 coups de bouc, c'est-à-dire des percussions un peu à l'ancienne, et ils marquent par leur pilar, ma foi, pourquoi pas. Ça fait 52-7 et ça a donné, me semble-t-il, quelques petites bouffées de joie dans le camp italien qui en avait bien besoin. Allez, le talon Manfredi qui sont dans leurs 22 mètres les Italiens et ils vont dégager proprement avec Garbisi.
Ballon pour Melvin Jaminet qui est lancé, il oublie le ballon, il est tombé, pas dans l'avant. Il va pas taper, il faut pas qu'il tape. Jaminet qui garde la balle, il est plaqué, il va le libérer, attention, il faut nettoyer parce qu'il y a Canonnet qui vient essayer de gêner. Oui, il y avait un contre-rug, mais l'arbitre estime que... attention, Couillou est parti. Il a joué rapidement avec Baptiste Couillou, il a joué rapidement cette pénalité pour surprendre les Italiens. Mais alors il en a pris un sur l'orable qu'il n'a pas vu arriver, qu'il a cloué net, mais il a fait quand même ce qu'il aime faire. Et il a à moitié assommé Alan, il récupère une pénalité, Couillou. De toute façon, il y a de l'énervement, de la frustration italienne. Il y a Alan qui a pris une ration. Il saigne du nez. Je crois qu'Alan il est tombé sur l'orable de Couillou. Je crois qu'il n'y avait pas de méchanceté, mais il y a un Italien qui a senti une rébellion. Là, pour l'instant, rien à dire. Là, il a pris un crampon. C'est le crampon de Couillou, je crois. Ouais, attention, il va prendre une. On l'a pas vu. En tombant, Couillou lève un crampon qui finit dans le nez de Tommaso Alan. C'est ça qui lui fait saigner sauter le nez. C'est pas la place des crampons. A priori. Dans les temps modernes. Dans les temps anciens. Mais dans les temps modernes. Non, ni dans les temps anciens, ni dans les temps modernes, le crampon dans le museau n'était pas une référence. Là, rien de bien grave. Baptiste Couillou a essayé d'un peu d'accélérer. Il aime bien faire ça, Baptiste, quand le jeu s'endort, quand il y a une baisse de rythme d'ensemble, ou même quand les initiatives ne se prennent plus, que c'est pas que ça se planque, mais que ça joue plan plus exactement. Et à la sortie, là, Baptiste, il a essayé de jouer tout seul, il a fait une quinzaine de mètres, très tonique, très incisif, et on le sait, il a la jambe vraiment très leste, il est très très véloce de course, Baptiste Couillou. Il a essayé de montrer ce qui est un de ses attributs à lui, par rapport à Maxime Lucu, à savoir un potentiel créatif assez intéressant. Il a été plaqué, là, un Italien est toujours au sol, c'est Tommaso Alan, je pense. Ouais, c'est celui qui saigne du nez, qui a pris le crampon de Baptiste Couillou. En attendant, on reste bien sur la pénalité. Mis en touche par Mathieu Jalibert, c'est la 74e minute, 52-7. Et on va peut-être vers une nouvelle occasion d'essai. Voilà, il y a une situation à 5 mètres de la ligne. Elle est de la ligne des Italiens. Lancée pour les Français, Pierre Bourgarit. 5 mètres de la ligne de but des Italiens, 52-7. Il me semble que les Français vont faire quelque chose. L'option dominante dans cette situation-là serait le grand jeu de masse. Le public là qui est en train de réagir, c'est pour Antoine Dupont que l'on voit en gros plan sur les écrans. Ah oui, il est toujours titulaire, Antoine, évidemment, d'une énorme affection populaire, d'une énorme affection sur la terre de France. Et ses encouragements semblent lui dire, tu sais Antoine, tu reviens quand tu veux. Et la semaine prochaine. Et il y en a un gros paquet, je dirais plus de la moitié du stade qui crie Dupont. Lancé à venir, Pierre Bourgarit, 5 mètres de la ligne de but des Français, me semble-t-il, milieu d'alignement. Allons, fond d'alignement pour Woki, c'est parti. On s'est éjecté rapidement pour Baptiste Couillou et ensuite on a la percussion de Jonathan Danty. Ah oui, il est arrivé comme un avion, Jonathan, mais à 3 mètres. Ouais, 3-4 mètres, c'est reparti pour une série de coups de tête avec Cross à la fixation à 3 mètres de la ligne, les Français pilonnent. Aldrit, c'est pas terminé parce qu'il libère très rapidement les ballons et puis il y a du relais. On reste au chaud pour l'instant, on reste entre avant avec Reda Vardy là qui protège Baptiste Couillou. Est-ce qu'il va aller petit côté? Il y a du monde, il y a pas mal d'Italiens, mais Bourgarit il prend sur l'orable 3 joueurs adverses. C'est pas fini, même sens avec Aldrit cette fois, on est à 1 mètre seulement, il avance encore. Et Aldrit, très belle attitude de Grégory Aldrit qui se baisse bien, qui s'allonge bien, mais qui a gagné un goût de maître, il libère proprement la balle à la défense italienne. La défense italienne est toujours en place. Et c'est pas fini, ils défendent bien, ils se mettent pas la faute pour l'instant. Un duo d'avant français avec Taoufé Fouina. Maintenant attention, Baptiste Couillou. Une cellule de 3 joueurs français serrés liés qui est arrivé à 2 mètres de la ligne. La défense italienne tient toujours le choc. Je pense que les Français vont finir par y arriver, mais c'est pas encore évident. Avec Baptiste Couillou qui attend le ballon. Non, il laisse les avants encore travailler avec un nouveau duo qui essaye de partir. Taoufé Fouina, il est plaqué, il est pris. Il y a une grosse séquence française, elle n'est pas des plus futées, et il y a une grosse séquence de la défense italienne. Mais maintenant c'est parti vers le large, il va y avoir essai. Avec menant Mathieu Jalibert qui peut passer à Moefana, doublé. Yoram Moefana. Voilà, série de percussions un peu stériles, 4, 5, 6. Les Français, par leurs avants, dominent, percutent, font reculer la défense italienne qui était déjà sur sa ligne. À la sortie, les Italiens, évidemment, percutés comme ça, répétition, se concentrent, s'agglutinent un petit peu au pied de leur poteau.
Et en 2 passes, Mathieu Jalibert trouve les extérieurs et Moefana dans un intervalle. Et Moefana marque entre deux tranquille. C'est le 8e essai. Oui, c'est sûr, c'est 8e. Il a un gaz terrible. Et encore une passe décisive. Alors, je ne sais pas si le terme est adapté au rugby, Daniel, mais de Mathieu Jalibert. Le mot passe décisive peut effectivement être entendu. Au football, c'est une œuvre, la passe décisive. Là, malgré tout, elle est le fruit d'une construction collective. Le paquet d'avant avait concentré de beaucoup la défense. Mathieu Jalibert a eu à gérer un espace assez grand. Il avait une vingtaine de mètres à droite. Il n'avait que 3 défenseurs italiens un peu sur les talons. Il avait 4 attaquants français. Il avait quand même tous les choix. Il donne à Moefana qui dans l'intervalle plonge et marque. Nous sommes à 52. Et c'est Melvin Jaminet qui lui aussi, on vous le rappelle. 57 maintenant. Ouais, là nous sommes à 57. Ici dans Quille, on sera pas loin de la soixantaine. Nous jouons là 75e minute de jeu, il en reste 4-5. Restez avec nous. Ouais, le calvaire va bientôt s'achever pour les pauvres Italiens avec Melvin Jaminet. Il est excentré côté droit pour ajouter 2 points. Ouais, c'est parfait. On a 2 vraiment buteurs d'exception. Absolument. Alors que non, ça ne passe pas finalement. Ah bon? Tiens, donc j'étais persuadé qu'elle passait dans l'Artrax. Ouais, coup dur. Ah bah voilà. Alors finalement, on a 2 buteurs qui sont pas mal. Et on avait dit exception. Il y a 2 buteurs qui sont pas mal. Tu vois, qui laissent promettre quand même un bel avenir. En l'occurrence, on pensait que la transformation de Melvin Jaminet était entre les poteaux. Eh bien, elle n'était pas. 57. Maintenant à 7. Oh là, Vardy là, qui récupère ce ballon. On la charge et il passe la médiane. Il reste 3 minutes avec Mathieu Jalibert et Baptiste Couillou. Ballon sur François Cross maintenant, qui le libère rapidement. Couillou, récupération italienne, renversement des Italiens. Ioane, attention, Ioane il passe, il va vite. Il a passé le premier rideau. Il est tout seul. Il n'y a pas un Italien à moins de 10 mètres. Il y a 5 ou 6 Français qui le cernent et qui le clavent. Mais c'est parti encore pour les Italiens dans le côté fermé. Ça, c'est moins bon. Le petit coup de pied à suivre de Tommaso Alan. Il va pas filer en touche. C'est plutôt pas mal fait avec le coup de pied à suivre. Ouais, le grand pont. Comme au foot sur Moefana finalement. Il a mis le pied derrière, il me semble. Il essaye de relancer. L'arbitre l'a pas vu. Il me semble qu'il a mis le pied en ballon mort. C'est dégagé. On pensait que Damien Penaud, à 2 minutes de la fin, titulaire d'une santé hors norme, mais peut-être d'une fatigue incontestable qu'on n'avait pas lu. Ah oui, là on voit qu'il grimace. Il récupère le ballon au fin fond de son embut. Au fin fond de son embut, c'est-à-dire grosso modo à 110 mètres de la ligne de but des Italiens. Il part en travers et on dit il va nous refaire la sérénade de l'ancien temps, celle qu'il avait fait une fois quand il était cadet et qu'il a gardé toujours le goût de partir de n'importe où, en courant n'importe où et en redescendant sa course et pouvant marquer un essai à traverser le terrain. Là il était fatigué, Damien, il a trouvé une jolie touche quand même, lancé pour les Italiens au 22. 2 minutes encore, et c'est bien pris par les Italiens qui vont avoir une dernière occasion de marquer des points. Ils sont à 25 mètres maintenant de l'embut adverse avec Morizzi, toujours très actif depuis son entrée en jeu, avec les avants qui relancent maintenant, notamment le talonneur Monfredi. Ils ont passé la ligne des 22 mètres, pas mal, dans la zone arbitre avec Brex qui vient également gagner quelques mètres. Il est actif, Brex. Attention, là, Damien Penaud. Il va choisir. C'est récupéré par Penaud avec Jalibert. Il a encore des cannes, il préfère le pied. Sans risque. Mais là, ça va vite. Le ballon qui est dans l'air de jeu. La vitesse de Bielbiarré, le ballon qui sort en touche, ce sera une 50-22. Il y aura un lancer bleu. Il y aura une 50-22 à la. C'est joué vite. C'est joué vite pour les Français. Un tampon dans le dos mortifère. C'est un peu précipité. Je ne sais pas qui c'est. C'est Louis qui a joué cette touche rapide. Ah mais je pense qu'on va la refaire cette touche. Je ne pense pas qu'elle change de main. J'ai l'impression que l'arbitre de touche estime qu'on l'a pas joué au bon endroit. On l'a joué un peu trop près de l'embut adverse, je crois. Ouais, on regarde. Alors c'était un long coup de pied dans le 50-22. Louis Bielbiarré arrive comme un avion. Il va récupérer la balle, Louis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il joue. Oui, effectivement, il est 2 mètres au-delà. C'est ça. Il eût été en deçà, qu'on n'aurait rien dit. Mais là, il était au-delà de la sortie de balle. Quand l'arbitre revient, et on s'en sort bien parce que le mouvement n'était pas très joli en conclusion. Il y a toujours en référence au football. Tout à l'heure, on avait l'hymne des champions du monde italien en 2006. Et là, on a l'hymne des champions du monde français de football en 98. Exact. Donc après cet hymne italien 2006, comme un clin d'œil d'une frange de supporters français, un clin d'œil un peu narquois, un tantinet ironique, pour ne pas dire espiègle, mais sans doute pas méchant du tout. Là, c'est le chant de 98. Attention, dernière touche pour les Français. Cross en fond de touche. Bien lancé par Bourgarit. On est à 22 mètres. Bourgarit avec l'accélération pas mal. La passe à l'intérieur de Baptiste Couillou. Un peu téléphoné. Il a pris quand même l'eau, mais il n'a pas perdu le ballon. Louis Bielbiarré. Ballon pour Grégory Aldrit. Et le bras tendu par l'arbitre. Il me semble qu'il y a un avantage. Alors que le chrono marque 79 minutes et 40 secondes. C'est pas terminé pour les joueurs français avec notamment l'immense Taoufi Fénois. Ils sont à 22 mètres et on va revenir à l'avantage en faveur du 15 de France.
Je pense que Mathieu Jalibert va choisir aux ordres de son capitaine dont j'ignore le nom. Charles Olivon est sorti, je pense. Peut-être Cross. Voilà, je pense à François Cross qui a pris place, qui a déjà eu à gérer ce genre de situation. Je crois que c'est Gelon finalement. Je me demande si c'est pas Gelon qui a fait un signe à l'arbitre. Alors effectivement, ou Grégory Aldrit. J'ai un doute. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'économiser, ils vont tenter les 3 points? Non, ils vont mettre en touche, un peu de panache, voyons. C'est la dernière action a priori, on va entrer dans la zone rouge, là, 80 minutes. Alors il y aurait un autre truc qui n'est pas très très joli. Les Français ont 57 points. S'ils en mettent 3 de plus, ça me fera 60. Le chiffre de 60, il est... Non, Mathieu Jalibert va taper les perches. C'est Jaminet qui va taper entre les perches. Pour le 60. Pour le 60. Pour ce chiffre rond. Et ce sera terminé après. Ce chiffre un peu... Bon, l'équipe de France est en quart de finale, on est sûr. Ouais, c'est probable, les collègues. Là, on se consulte dans la tribune. J'ai 2 ou 3 collègues anglo-saxons rigoureux, mathématiciens, tu vois, appliqués, physique quantique, qui me disent que les Français sont qualifiés. Donc ça me va laisser dormir tranquille. Allez, dernier coup de pied, c'est fait. C'est Jaminet qui marque les 3 derniers points. 60-7, c'est le score final. On y est, la France est en quart de finale de SAC Coupe du Monde dimanche prochain à 21h. Ce sera contre le 2e de la poule de l'Irlande ou de la